Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce nouveau débat sur le métro dans le cadre de l'exposition qui, j'ai l'immense plaisir de le souligner, a beaucoup de succès. Métro, le Grand Paris en mouvement qui, tous les jours, accueille des groupes, des individuels et autres qui découvrent les faces cachées de la ville, ces fameux sous-sols qui sont travaillés d'une manière architecturale après avoir été pensés par, je veux dire, d'une manière très technique, surtout, j'allais dire, à la fin du 19e siècle. Et aujourd'hui, grâce aux architectes, aux urbanistes et aux paysagistes qu'on n'oublie pas, justement, on fabrique de la ville, ce qui n'était pas forcément le premier sujet, puisque, évidemment, dans la première option du métro en 1900, la ville avait été magnifiquement faite par Haussmann et ses architectes et les artisans qui avaient fabriqué la ville. Donc c'est ça la grande différence. Donc je dis souvent quand je présente l'exposition qu'Hector Guimard est dans une situation de directeur artistique, parce qu'en fait on lui a demandé de faire des édicules sur l'espace public. Donc il a dessiné ces choses merveilleuses qu'on connaît. Malheureusement, je trouve qu'on en a détruit un peu trop, mais malgré tout, il était dans ce rôle et il n'était pas du tout dans la conception de la gare. Donc il ne travaillait pas sur le sous-sol comme le ferait par exemple Norman Foster à Bilbao. Vous connaissez tous le Guggenheim, mais peut-être un peu moins le métro. Ce qu'on appelle les Fosteritos là-bas, ce sont ces édicules justement qui amènent à tout un réseau qui l'a dessiné. Donc là, la pensée de l'architecte, elle est à la fois technique, architecturale, culturelle, esthétique. Et voilà, c'est de tout ça dont nous allons parler ce soir. Alors, c'est le 4e débat, en fait, que nous organisons dans le cadre de cette exposition. Le premier, qui avait été animé par Philippe Tretiak, que je salue ce soir, et qui avait beaucoup eu de succès, était sur les fameux tandems art et architecture. Parce que la particularité de cette commande de la Société du Grand Paris, précisément, c'est de faire intervenir les architectes et les artistes ensemble. Donc, d'où l'idée du tandem. Le mot n'est pas de moi, c'est la SGP qui l'a choisi, qui veut bien dire que tout le monde pédale dans le même sens. Là, et donc, intégrer l'artiste dans la conception architecturale dès le début, si possible, parce que parfois on sait qu'il y a eu quelques changements d'artistes pour des raisons diverses, mais globalement c'est exactement ça l'esprit, et on a bien vu dans ce premier débat à quel point c'était important. Le deuxième débat était sur la question de la transition écologique et la question évidemment des sous-sols. Je rappelle que le Grand Paris Express, c'est 42 millions de tonnes de terre extraites des sous-sols. Donc la question est, qu'est-ce qu'on en fait? On a eu un long débat là-dessus. Le troisième débat qui avait lieu en janvier était justement du sous-sol à la surface quand l'infrastructure devient espace public. Donc c'est une question majeure auquel nos amis ici vont pouvoir répondre aussi, évidemment, parce qu'ils sont aussi concernés. Et ce soir, on a choisi comme angle justement la typologie et les usages, parce que leur gare, il y a 68 gares, il n'y en a pas une pareille, peut-être. Toi, tu en fais 2 qui se ressemblent un peu, mais globalement, c'est à chaque fois un projet particulier. Pourquoi il est particulier? Parce que c'est ça l'architecture d'aujourd'hui, en tout cas la bonne. Ce que nous défendons ici dans la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, c'est que l'architecture, elle est située, donc elle n'est pas générique, et le projet, il est unique et pas reproductible. Voilà, c'est ça que j'ai cette idée. Alors, on va passer la parole aux architectes. On commencera par Aurélie Vernon, qui nous parlera de ce projet. Je commence par elle parce que, évidemment, c'est la première gare qui va ouvrir pour les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques très bientôt, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et donc je crois que c'est en juin, si mes informations sont bonnes. Donc on va appeler ça une gare espace public. Puis je passerai la parole à David Trottin. Et je salue Emmanuel Marin au passage, qui est ici de périphérique, qui évidemment sur une gare des plus profondes, qui expliquera justement ce rapport avec la profondeur. Et Silvio Dacia, que je salue aussi, avec une gare pont. C'est la seule, j'allais dire, dans cette typologie de toutes les gares. Et puis Jacques, alors là, lui, 2 gares, l'une, une gare lanterne, on pourrait presque l'appeler comme ça, au Bourget, et puis une gare aérienne à Saclay, devant un bâtiment magnifique qui s'appelle l'Humaine, qui elle-même est une lanterne dans le campus. Et nous écouterons aussi Julien Perron, que nous saluons. Voilà. Voilà. J'ai fait une introduction un peu longue pour te laisser arriver. Voilà. Non, il était coincé, vous savez quoi? Par le RER. Mais ça ne s'invente pas un truc pareil. C'est vraiment ça la mobilité aussi. Hein.
Voilà. Bon, donc il est directeur exécutif des gares et de la ville du Grand Paris Express. Et puis Patricia Pelou, qui est directrice adjointe de la Pure, qui travaille aux côtés d'Alexandre Labasse et qui est conceptrice de l'observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express. Qui dit gare, dit quartier de gare. On va en parler plus longtemps. Alors très vite, c'est à vous. Je passe la parole à Aurélie Vernon. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien ? Alors c'est exactement ça, dans le cas de Saint-Denis, mais je pense que c'est aussi le cas de toutes les gares du Grand Paris. On est sur des édifices qui sont tout à fait situés et qui sont uniques de par cette situation particulière. Donc une gare, et notamment les gares du Grand Paris, sont des édifices qui sont à la fois tournés vers les usagers, mais aussi vers la ville et puis vers les habitants du quartier. Et en particulier Saint-Denis-Pleyel, c'est vraiment un trait d'union à la fois entre différents territoires au travers de toutes ces lignes de métro qui la traversent, mais aussi entre différents quartiers de la ville. Et la particularité, bon là on voit qu'il y a déjà une particularité programmatique qui est que la ville est vraiment à l'intermodalité de 4 lignes de métro, hein, la ligne 15, 16, 17 et la ligne 14 en infrastructure. Ça va être la seule qui va avoir 4 lignes. C'est quand même le nouveau hub, il est à Saint-Denis-Pleyel. C'est ça, ouais. Et intéressant. Il est aussi en intermodalité, en superstructure avec le RERD au travers du franchissement urbain, on va en parler. Mais surtout, c'est une gare qui vient s'inscrire dans un territoire particulier, un territoire qui est tout à fait en devenir, puisque la ville de Saint-Denis, peut-être que vous le savez déjà, c'est vraiment une ville qui est coupée en deux, qui est traversée en son milieu par un grand faisceau ferroviaire et qui divise la ville en 2 parties, le quartier de la Plaine qui est assez développé avec le RERD, le RERB, l'arrivée du Stade de France bien sûr, et puis le quartier Pleyel qui avait pour vocation d'être un nouveau quartier d'affaires dans les années 60-70 et puis qui finalement, au-delà de la tour Pleyel, c'est pas vraiment développé, faute de, je dirais, peut-être de volonté politique, de moyens, au manque de moyens, ou aussi le fait que c'était un quartier très enclavé, qui est peu distribué, peu desservi. Et donc l'arrivée de cette gare et de toutes ces lignes de métro, elle va permettre le développement de ce projet urbain, enfin de ce quartier. Et puis, ce développement urbain à venir, il est intimement lié aussi avec l'arrivée d'un franchissement du pont qui va permettre aussi de relier les deux parties de la ville. Et notre gare, on le savait depuis le début, allait être totalement... devait être pensé en tout cas totalement en symbiose avec ce pont puisqu'il est complètement contigu et donc on savait à l'époque du concours, c'est-à-dire il y a 10 ans qu'il allait être présent, mais la consultation n'avait pas été lancée. En revanche, on savait qu'il allait bouleverser totalement la topographie du site. La topographie urbaine, c'est-à-dire qu'il allait atterrir sur toute une façade de la gare à 2 niveaux au-dessus du niveau naturel de la rue et qu'il allait aussi se connecter à un autre point au sud que vous apercevez ici. Et donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur cette symbiose entre le pont et la gare, entre les espaces urbains et la gare elle-même. Donc, on savait aussi que ce quartier allait totalement se transformer avec une ambition de pleine commune de réaliser un quartier très dense avec des immeubles de grande hauteur. Donc on avait aussi cette envie de ne pas concurrencer, je dirais, ce développement urbain qui allait être très vertical, mais de rester sur quelque chose de très horizontal, d'offrir une respiration à la ville. Donc le parti pris premier, ça a été de travailler sur ces différentes strates, différents niveaux urbains passés, existants et futurs, et de les mettre en connexion avec ce jeu de plis, de rampes qui se déploient et qui, comme une sorte d'origami, créer cette spirale que vous apercevez ici, et on a imaginé vraiment ce bâtiment plutôt comme un paysage, comme une montagne qu'on gravit, comme un espace public qui se déploie et qui se démultiplie, offert à la ville de Saint-Denis. Donc on est en
en présence d'une gare et de son parvis tout à fait classique, mais ce parvis qui se déploie sur cette toiture pour démultiplier les espaces publics. Et donc cette spirale, elle s'enroule comme ça autour d'un grand puits de circulation verticale, on le verra peut-être plus tard, et qui draine comme ça l'ensemble des flux des usagers, des habitants, et aussi en lien avec les programmes qui viennent s'imbriquer dans la gare. Au niveau, donc notre aperçu de ce jeu topographique et avec cette idée de créer vraiment plusieurs places publiques. Donc on l'a dit, ce parvis qui est un grand forum urbain on a profité en fait de cette topographie pour créer des grands emmarchements et des lieux d'usage qui ne soient pas seulement des espaces vides, mais des lieux de vie, des lieux qui pourraient être investis, où on peut s'asseoir, on peut faire des pauses, des lieux qui soient aussi végétalisés autant que possible au niveau du parvis. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. En tout cas, il y a une continuité de l'espace public évidente. Hein. C'est que l'espace de la rue, l'espace du boulevard devient quelque chose. On a l'impression quand même qu'on a un autre projet en tête, et je ne les compare pas, mais quand même, l'Opéra d'Oslo, il est dans cette logique où une continuité de l'espace public qui ensuite devient, les toitures sont accessibles et ça devient une relation au paysage. Finalement, est-ce que cette référence, elle vous a, avec Engo Kuma, vous l'aviez évidemment en tête, même si vous n'en parliez pas, mais parce qu'il y a un peu une stratégie identique? Sans doute, implicitement, je ne saurais pas dire si c'est une, une référence directe, mais ça procède un peu du même esprit, tout à fait. Je pense que si on peut parler on a déjà parlé des particularités programmatiques en termes d'intermodalité. Il y a aussi une autre particulier qui est propre à cette gare, qui est le fait d'intégrer un programme culturel qui va venir se nicher dans tous les volumes de superstructure que vous avez pu apercevoir. En fait, en superstructure, on a le hall de la gare, mais on a aussi 5000 m² de ce programme culturel qui va venir occuper tout l'espace et qui va aussi participer au renouveau de ce quartier par sa programmation. Donc ça répond vraiment à l'ambition, je crois, de la Société du Grand Paris de créer non pas seulement des ouvrages d'infrastructure uniquement focalisés sur l'intermodalité, mais de vraiment faire œuvre d'architecture et d'intégrer aussi d'autres programmes qui vont participer à la transformation urbaine de façon plus globale. Je dirais, on a aussi saisi ce projet de gare comme une vraie opportunité pour faire de l'architecture, et donc on a rebondi un peu sur cette volonté, c'est-à-dire que un ouvrage du métro, en tout cas comme ça a été pensé par la Société du Grand Paris, c'est une vraie opportunité d'architecture dans le sens où ça offre des possibilités assez extraordinaires qu'on ne trouve pas souvent. Enfin, il y a peu d'équivalents, je trouve, dans d'autres programmes un peu plus classiques d'architecture, c'est-à-dire que ça génère quand même des espaces qui sont assez imposants en termes de volumétrie, ça permet de travailler sur des notions relatives à la profondeur, le travail sur l'épaisseur de la terre, ça permet de travailler sur des notions de relation à la lumière naturelle, comment est-ce que justement on y accède dans des espaces comme ça. Donc même si ce sont des espaces extrêmement contraints, je dirais en termes de technique et de maintenance, l'idée c'était vraiment d'essayer de saisir cette opportunité et puis d'apprivoiser, de contourner un peu toutes ces contraintes techniques pour offrir des lieux d'usage qui vont être le plus pertinents et puis le plus agréable à vivre et le plus confortable. Donc là on a aperçu la partie superstructure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en infrastructure, on a 4 niveaux de sous-sol avec ces fameuses 3 lignes de métro qui viennent se glisser parallèlement. Elles sont parallèles. Elles sont parallèles. Elles ne se croisent pas comme à Villejuif ou ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, c'est une particularité de la gare qui fait que
voilà, ça induit aussi une sorte de contrainte technique. On voit par exemple la géométrie de cette boîte gare. La boîte gare, c'est vraiment tout ce qui va en infrastructure, tout ce qu'on va excaver, et qui a une géométrie hyper optimisée d'un point de vue ingénierie. C'est-à-dire que comme on a 3 lignes de métro avec des tailles, des longueurs de rames différentes, la boîte gare, elle vient s'ajuster au plus serré pour que ce soit vraiment optimum. Et donc ça, c'est une des problématiques qu'on a rencontrées. C'est évidemment très optimum et on n'allait pas remettre ça en cause. En revanche, au niveau des espaces voyageurs, on n'avait pas forcément envie d'exprimer cette géométrie. Et donc, on a au-dessus de ce niveau de ligne de métro, on a une grande plateforme d'échange qui est presque la 3e place publique du projet et qui est presque la place la plus importante parce que c'est là que vont avoir lieu au moins 80% de l'intermodalité finalement. Il y en aura plus de ligne à ligne que de train à ville. Donc tout l'enjeu du projet, ça a été de voir comment on pouvait rationaliser un peu cet espace qui est vraiment important pour rendre déjà l'espace agréable, rendre les flux le plus intuitif possible. Donc on a essayé de simplifier cette forme avec cette forme en carré assez simple, avec le rapport à la lumière naturelle, on va le voir tout à l'heure, et puis avec le fait d'avoir des co-visibilités systématiques entre tous les niveaux de la descente et puis aussi jusqu'au train pour que l'expérience, en tout cas, soit le plus agréable, confortable et simple pour les voyageurs. L'autre enjeu très important et qui est une des grosses contraintes, mais que je pense là on a tous eu à faire face, c'est la question de la lumière naturelle. Donc on l'a vu tout à l'heure en superstructure, le projet s'enroule comme ça autour d'un grand vide central qui est surmonté par une verrière et tout le projet s'articule autour de ce grand puits de circulation verticale qui est vraiment la colonne vertébrale du projet, qui est une colonne vertébrale non pas solide mais faite de vide, faite de flux avec tous ces escaliers qui la traversent et faite aussi de lumière et puis de bois, comme vous pouvez le constater. Et c'est là où Prune Nourri va installer son œuvre avec 88 108. Vénus. Voilà, Vénus en terre. C'est ça. Voilà, donc cet espace qui est vraiment essentiel et puis qui me permet d'introduire aussi une autre notion qui était aussi pour nous une façon d'apporter, en tout cas pas de contourner, mais il y a des grosses contraintes techniques en termes de matérialité, et ça je pense qu'on va tous en parler, avec des problématiques de maintenance qui s'imposent à tous pour des raisons qui sont évidentes. Mais nous avions cette ambition de travailler quand même sur le bois, et ça a été possible dans tous les espaces, dans tous les ouvrages de la gare qui ne sont pas accessibles, qu'on ne peut pas toucher. Et c'était vraiment l'idée que dans ce temple de béton que sont les gares quand même en infrastructure, parce qu'on ne sait pas réaliser des ouvrages autrement, et bien c'était de réintroduire comme ça ce matériau qui va introduire de la chaleur, un peu quelque chose de vivant et d'un peu atypique. Donc tous les espaces de la gare, ils sont jalonnés par ce matériau d'insistance qui est un peu le leitmotiv, je dirais le fil conducteur, le fil d'Ariane qu'on retrouve sur les parois du grand puits de circulation verticale et puis aussi en plafond avec ces lames bois qui vont orienter le parcours, guider les flux et apporter une vibration qu'on aperçoit ici dans la salle d'échange dont je parlais tout à l'heure et puis au niveau des quais. Très bien. Merci, on va revenir, je vais passer. Alors, David Trottin et périphérique, donc la situation urbaine était complètement différente. Il y avait déjà une infrastructure très présente avec un viaduc quasiment à côté ou au-dessus, je ne sais pas comment dire. Nous sommes à Montrouge. Voilà, déjà aux confins déjà de plusieurs communes. C'est une situation assez excitante, ça, non, déjà pour réaliser un projet.
je pense que chaque contexte de gare était très excitant parce que le choix qui avait été fait était systématiquement de venir se connecter sur des ouvrages déjà présents pour créer ces fameuses interconnexions dont on imagine bien l'intérêt pour les utilisateurs, les voyageurs qui vont arriver. C'est vrai qu'on est un peu complètement... Alors, on est aux antipodes par rapport à Paris, puisqu'on est d'un côté au nord, nous, on est plein sud. Mais c'est aussi, on va dire, dans les gares, il y avait plusieurs familles de gares. Il y a les gares emblématiques, auxquelles appartient la gare que vous venez de décrire. Et il y a les gares, on va dire, standards. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'elles étaient présentées. C'était les gares standards, qui sont des gares plus discrètes dans leur implantation, ce qui n'empêche pas leur nécessaire, tous les besoins qu'elles vont avoir, mais disons qu'il y avait pour but plutôt de s'infiltrer dans un contexte, de venir, comme tu l'as dit Francis, se raccorder à une grande infrastructure qui est ce faisceau ferroviaire. Alors il y a le faisceau ferroviaire nord, mais là au sud, celui qui va ou qui part de Montparnasse. Et nous, notre connexion, c'est avec la ligne 13, donc c'est la dernière station de la ligne 13 qui est Châtillon-Montrouge, avec on va dire l'ambiguïté d'une gare qui se situe sur les confins de Montrouge, alors que l'endroit où la vie a bien pris et la densité, c'est plutôt de l'autre côté du faisceau, à Châtillon, et on est relié par une sorte de couloir de correspondance existant sous le faisceau des voies. Et donc la question qui vient et qu'on aborde quand on fait une gare, alors nous, dans notre cas de périphérique, on a eu la chance de participer en amont aux études de pré-programmation des gares du Grand Paris dans un programme qui s'appelait Osmose. Et on avait raisonné ou réfléchi avec la RATP et plein d'acteurs sur quel était l'impact des gares dans les quartiers, comment ces gares allaient devoir se développer, et du coup de se poser déjà des questions qu'on a retrouvées dans le programme tel qu'il a été formalisé après par la Société du Grand Paris. Très clairement, une gare, c'est du croisement, c'est du déplacement, c'est du brassage de population. Et je pense que comme on dirait au cinéma, c'est un pitch qui tient sur un ticket de métro, mais c'est là où on peut vraiment fabriquer quelque chose à la fois de qualitatif et d'efficient pour les publics qui vont venir. Donc dans notre cas, une gare qui effectivement est assez discrète dans son implantation. Je ne sais pas vraiment encore aujourd'hui au rez-de-chaussée de quel bâtiment elle va être, puisqu'il y a un projet connexe qui doit venir la surmonter, mais il n'est pas encore complètement défini. Donc on rentre... Quand on arrive sur place, elle disparaît totalement sous un immeuble qui commence à monter. Exactement. On saura pas. Aujourd'hui, on ne sait pas encore quel est l'immeuble qui va être au-dessus. Donc on passera par une entrée de métro assez classique dans un rez-de-chaussée. Et puis c'est là qu'intervient notre projet, c'est comment on va descendre, comment on va amener les gens dans un autre monde qui va être celui du transport, celui de l'ambition de ces gares, où il y a très clairement, c'est un espace d'architecture, et tu disais l'architecture n'est pas générique, elle est spécifique. Je pense qu'on a tous pris en... C'est quelque chose qu'on aime beaucoup et qu'on défend dans nos pratiques individuelles, et alors quand on nous donne ça comme territoire de projet, on en est ravis et on va l'investir. Donc dans notre cas, la question c'était comment bien descendre 30 mètres de profondeur. C'est une des gares les plus profondes. Et je pense que dans notre cas, alors je ne sais pas quelle est la suivante photo. Alors peut-être que je vais avancer et revenir parce que ce sera... Oui, celle-ci est pas mal pour... Donc la gare, on va y arriver par en haut. Voilà, assez naturellement, et on va s'enfouir dans le sol. Donc la tête dans les nuages tout de suite. Alors la tête dans les nuages, ça sera, j'en reparlerai, parce que nous on n'a pas la chance d'avoir un vrai ciel au-dessus de la tête, puisqu'on est sous une place, pour le coup, c'est une place d'échange, c'est une gare routière qui reprendra ses droits une fois qu'on aura fini notre projet. Mais là, du coup, on invente, donc avec Laurent Grasso, c'est un des tandems d'artistes où on a inventé ce grand ciel qui vient chapeauter notre gare et qui fonctionnera de façon un petit peu comme une signalétique naturelle. On lèvera la tête, on verra que la sortie forcément est vers le ciel et on grimpera. Mais plus prosaïquement, notre projet c'est d'abord mis en place autour de la contrainte de creuser, la contrainte d'un ouvrage génie civil incroyable, parce que tenir la terre pour faire une sorte de trou qui va faire 30 mètres de profondeur, c'est très très contraignant. Et donc on a, alors je sais pas si on voit c'est une architecture très puissante, quand il y a des bras. Oui, voilà, c'est pour ça que j'essaye d'atteindre la photo de chantier, parce que c'est les photos où on voit mieux la puissance des choses. C'est qu'en fait, dans le projet c'est constitué, on va dire, autour de cette idée qu'il fallait retenir la poussée de la terre qui était de chaque côté, de ce grand puits qu'on allait faire pour descendre, puisque
L'objectif, c'était effectivement d'économiser la matière, donc de ne pas faire trop de planchers à chaque étage. Et donc, on a tourné cette contrainte en un avantage, on va dire, en fabriquant des circulations transverses, des passerelles qui allaient, comme ça, qualifier l'espace pyranésien, puisque c'est un peu la typologie dans laquelle on va s'inscrire, cet espace pyranésien vertical, mais à chaque fois, on va avoir des traversées, des points de vue, des échanges de vues et d'orientation au travers de ces grands butons qui viennent retenir les terres latéralement et permettre justement qu'on puisse descendre en sécurité statique, on va dire, au fond de la gare. Donc ça, c'est un petit peu la vue. Je suis en bas et je regarde vers le haut. Donc l'aplat, c'est peut-être ça le laser, non? Je sais pas. Voilà. Oh, bah, c'est très bien. C'est peut-être là-haut qu'il faut le faire. Voilà. Ça, c'est ce qui reviendra au final le grand ciel qu'on va avoir. Là, ce qu'on voit comme étant justement des trappes, c'est juste qu'il y a peu, on pouvait voir le ciel au travers de ces trémies qui servaient à descendre les matériaux, puisqu'on les fait, les gares, du haut vers le bas quand même, majoritairement, en tout cas dans le cas de celle-ci. Et l'objectif, ça va être effectivement d'emprunter ces grands escaliers que je vais vous remontrer dans les images finales, qui remontent vers le sol. Donc je vais revenir un petit peu en arrière pour montrer plutôt l'image finie. Donc ça, c'est la vue pyranésienne par excellence, où c'est comme si on avait soulevé la place publique et qu'on regardait cette descente qui va organiser avec des systèmes d'escaliers et d'escalators en parallèle, une descente où on va tourner autour du puits. Je pense qu'on a tous aimé dans ce projet la chorégraphie des corps qui allaient se déplacer dans les gares. C'est quand même magique. Tous les gares, c'est tout d'un coup des endroits où se rencontrent des centaines, des milliers de personnes. Les chiffres sont affolants ou fascinants quand on entend les trafics qui vont les emprunter. Donc c'est vraiment important de trouver la manière à la fois la plus élégante de le faire, la plus fonctionnelle. Et puis aussi, ne pas oublier ce qui est je pense, une partie de notre savoir-faire, d'amener de l'émotion dans cette expérience et que cette circulation soit quelque chose qui, à la fois, soit quotidien pour beaucoup de gens, mais en même temps soit exceptionnel dans ce qu'on va pouvoir percevoir, découvrir, et qu'à chaque fois, ce soit une sorte d'émotion renouvelée. C'est en tout cas notre ambition qu'on développe sur le projet. Donc, je reviens sur encore une vue arrière où on va voir, pardon, c'est peut-être là, je sais pas où. Voilà. Donc ça, c'est cette fameuse vue d'arrivée. On est en haut du puits, et si on a l'œil qui se perd, on va voir en descendant les différents degrés de profondeur, l'enchevêtrement à chaque fois. Donc avec un travail sur les matériaux, la solidité, la lumière qu'on va essayer de conduire. Donc nous, on est plutôt avec des matériaux métalliques qui vont venir accompagner cette descente de manière à conduire au plus profond l'ambiance lumineuse qu'on va pouvoir avoir créée et de diffracter, on va dire, les perceptions sur le projet. J'avance un petit peu. Donc là, on voit bien la profondeur ici. Là, on est à ce qu'on appelle le S1 qui doit être à moins 5 mètres. Et les petits personnages qui sont là, ils sont encore dans l'espace d'échange qui est au-dessus des voies. Donc on redescend, c'est l'espace où les gens se rencontrent, et après on se sépare pour aller chacun de son côté sur la gare. Je vais revenir dans les images de chantier. C'est vrai que le chantier, on a eu l'occasion tous ensemble d'y aller. Je ne sais pas si vous étiez tous à la présentation. C'est quand même des dimensions incroyables, une force, une puissance de la fabrication par la contrainte. Voilà. Bon, le béton aujourd'hui a mauvaise presse et on essaye de l'économiser de manière, on va dire, minimale. Mais c'est vrai que dans ces contraintes-là, on ne voit pas tellement comment on pourrait faire autrement pour pouvoir assumer la pérennité de ces infrastructures. Et quelque part, il faut avoir en tête que les ouvrages que l'on fait, ils vont durer 200 ans, 300 ans. Enfin, c'est vraiment des choses où le carbone qu'on va avoir consommé, on va l'amortir, on va dire, sur des longues périodes. Donc, on peut l'assumer sans trop de problèmes les uns et les autres. Voilà. Donc là, par exemple, c'est le bracon X, qui traverse, qui permet un endroit de croisement à peu près à la mi-hauteur de la gare. Dès qu'on voit sur une image comme ça des personnages, où là on a une grue carrément qui était descendue dans la gare, l'objet vert, là, c'est une grande grue qui sert allez, voilà, où là on a une petite nacelle qu'on voit. On voit l'échelle vertigineuse de la chose. Alors avec Laurent Grasso, quand vous imaginez ce ciel,
en fait, ça renvoie aussi, ce qu'on pourrait être dans une cathédrale des transports. Or, dans les cathédrales et dans les églises baroques, souvent, Tiepolo et autres, il y avait toujours... Ça nous amenait vers le ciel. Donc, est-ce que la référence, elle marche aussi, là ? On peut dire qu'elle marche. C'est vrai que naturellement, cette idée d'un plafond qui est à la fois une surface et en même temps qui peut se crever, comme on avait dans les cathédrales, où tout d'un coup on traversait la voûte pour aller au ciel, mais là c'était dans tous les sens du terme. Là, dans le cas présent, c'est vrai que c'est une ambiguïté qui est intéressante à utiliser, de savoir qu'on est à la fois sous un espace et en même temps qu'on a un ailleurs qui va pouvoir se représenter. Voilà. Donc on a hâte de voir cette formalisation de cette immense fresque, on va dire, puisque ça fera 800 mètres carrés. Donc pour Laurent Grasso, souvent le cite comme étant sa plus grande œuvre réalisée dans un... Et qui est fabriquée à partir de lame métallique. Alors oui, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait c'est une collaboration qui s'est tissée, c'est toute la magie des collaborations qui sont faites avec la SGP. C'est qu'en fait l'idée c'était, en tout cas nous, celle qu'on a défendue avec Laurent, ça a bien marché, c'est qu'on n'était pas trop preneur d'une œuvre qu'on allait accrocher, poser, mettre quelque part comme une œuvre qu'on aurait rapportée dans la gare. Nous on voulait... Alors justement, l'époque des cathédrales baroques est un bon sujet, c'est que l'œuvre soit intégrée et que ce soit une partie de l'architecture. Donc on a offert ce qu'on avait de meilleur ou de plus emblématique qui était le plafond. Par contre, l'échange avec Laurent, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui rapporte, avec ses matériaux à lui, mais que ce soit quelque chose qui se fasse sur nos matériaux à nous. C'est-à-dire que nous, on avait un plafond. Oui, c'est pas une peinture. C'est pas une peinture, c'est-à-dire qu'il a utilisé l'objet qui était notre faux plafond, comme une chose s'appelle, en aluminium, avec une porosité particulière pour permettre le désenfumage, avec une stabilité au feu, avec une maintenance, avec des trappes, avec tout ce qui est la lourdeur, on va dire, tout ça. Mais on lui a dit, tu t'en empares et tu vas mettre ton œuvre dessus, elle va participer à ça. Et donc on invente pour ce dispositif, alors si je reviens sur l'image qui est peut-être un peu plus parlante que celle-ci, voilà. Et on invente sur ce dispositif de lamelles une sérigraphie d'une immense peinture. Alors, il faut imaginer qu'on a une œuvre qui fait peut-être on doit faire la salle, elle fait quoi, 200 mètres carrés, 300 mètres carrés peut-être, ouais, 300 mètres carrés. Donc, ça fait 3 fois ça, la taille de l'œuvre. Donc, on va peindre une œuvre Laurent a peint une œuvre qui fait 80 mètres carrés, qui a grandi 10 fois. Et chaque élément va être scanné, va être redéveloppé pour être sérigraphié spécifiquement sur une lame d'aluminium, sur les 3 côtés d'une lame d'aluminium. Donc comme ça fait une sorte de mécanique assez compliquée pour arriver à une œuvre qui, on espère, sera légère. Et voilà. C'est sûr que ce sera un événement. On va passer la parole à Silvio, donc Silvio D'Ascia, qui, avec Bjerkingels, développe ce projet de la gare du pont de Bondy, qui franchit le canal de l'Ourcq. Alors un pont, en effet, la gare, typologie particulière, parce que situation particulière. Une fois de plus, j'insiste, mais c'est pour qu'on comprenne bien que cette gare, elle ne peut pas être ailleurs. Tout à fait. Non, c'était très intéressant, la relation avec la nature, le paysage, qui est aussi un autre thème sur la typologie de ces gares-là. Et surtout, c'était intéressant le fait que le cahier des charges prévoyait une passerelle autonome, une entrée côté Bondy, une entrée côté Bobigny et les bâtiments voyageurs sur Noisy. Et nous, quand on a commencé à réfléchir, ça nous a semblé impossible d'aller décomposer la gare en 3-4 morceaux. Et donc la forme unique de la gare emblématique permettait d'avoir pas seulement un seul geste, mais de régler un problème urbain. Parce que même si c'est une seule ligne de métro, la ligne 15 Est, en fait, c'est un nœud urbain qui dessert une série de modes de transport différents. Vous voyez, là, il y a les tramways, les T1, donc il fallait se relationner aussi à un arrêt du tramway. Ici, il y a des arrêts de bus. Là, il y a les TZN qui va vers Paris. Et ici, il y a une grande gare routière. Donc, la forme... Et les péniches, non? Et les péniches, exactement. Voilà. Et nous, on propose, avec Julien, on a fait plusieurs réunions avec Est Ensemble, aussi de développer une intermodalité avec les transports fluviaux. Donc, c'est une gare unique, c'est un bâtiment unique, qui est à la fois gare et à la fois ville. C'est-à-dire, quand on a fait les premières visites sur le site,
Ici, les trottoirs sont très très petits et on n'arrive pas, les piétons, ils n'ont pas droit de citoyenneté. Et donc cette gare permet de créer un espace pour les piétons. Et la chose intéressante, c'est le ruban rouge qui permet de franchir le canal de l'Ourcq et de descendre doucement jusqu'à Noisy-le-Sec et de glisser sous les ponts routiers existants, c'est toute une zone hors contrôle. C'est-à-dire, le succès, je pense, d'une gare, et mon expérience de gare me le confirme, c'est qu'il faut que la gare fonctionne même si on ne doit pas aller prendre un train ou un métro. Cet espace, on espère qu'il soit vécu et habité par les citoyens, même si on ne doit pas aller chercher le métro souterrain. Et c'est ça un peu le défi. Donc cette forme capte les flux qui viennent du nord avec un parcours PMR. Là, on a réajusté un peu cette entrée, traverse le canal de l'Ourcq avec une ouverture vers Paris. Paris, c'est là à l'ouest. Et crée une barrière anti-bruit par rapport au flux de la routier existant, c'est assez bruyant, l'environnement est assez bruyant. Et donc on protège les piétons, on les accueille, on les fait glisser à l'intérieur de ce parcours, et les diamètres de la gare routière, c'est le diamètre du Panthéon, légèrement 3 mètres plus grand. Et donc c'était aussi cette référence à un cylindre, et les cylindres permettent après de glisser à travers un système pyrénéen de circulation verticale jusqu'à 31 mètres en dessous du niveau de la ville. Et donc là, vous voyez, on traverse, la gare est très étendue au niveau infrastructural. Là, il y a l'avenue de Paris, donc on déconstruit l'avenue de Paris et les tramways pour construire toute l'infrastructure souterraine. La ligne du métro est à 31 mètres par rapport au niveau de la ville et à 35 par rapport au niveau de la toiture. Et ici, vous voyez le canal de l'Ourcq. Donc, le passage, cette grande passerelle urbaine, permet de traverser les 3 communes en dehors des lignes de contrôle. Et à partir de cet espace-là, on descend dans la verticale avec un système d'escalateurs de flux in et out qui ne se croisent pas. Voilà. Et donc, vous voyez, là, la solution de ces nœuds permet à la fois d'avoir une desserte haute avec les tramways. Donc, on peut avoir l'intermodalité avec les tramways, avec les bus ici, la gare routière qui sera là, et on capte les flux de toutes les 3 communes. Et c'était intéressant dans les dialogues avec l'étude de pôle qu'on a fait pendant des années, que chaque ville, chaque commune voulait avoir sa gare. Et en fait, c'est une seule gare pour les 3 communes. Et cette forme permet de régler un problème urbain. Oui, le sol, tout à fait. La continuité, nous, on travaille sur la continuité du sol. On espère pouvoir aussi intervenir ou au moins dialoguer avec les maîtres d'œuvre urbains pour les quartiers. Ça, c'est très intéressant. Et vous voyez, la passerelle traverse le canal de l'Ourcq et glisse jusqu'à sous les 3 ponts existants. Donc là, on espère avoir cette intermodalité sur les canals, et on sait qu'il y a des activités, des kayaks, donc on travaille aussi sur cette dimension sociale et sociétale de cet espace urbain. Ça, c'est le parvis sur Noisy-le-Sec, et là, vous voyez, pardon, je reviens en arrière, pardon, et là, il y a l'intermodalité avec les tramways en haut. En bas, les vélos sont justement, on a repris tous il y aura 650 stations de vélos. Il faut se dire, c'est vraiment assez important. Et on capte les flux qui viennent de la gare routière ici, voilà, de la gare routière, et on traverse sous les ponts existants, donc on va intervenir sur l'infrastructure routière existante. Et ces grands rubans, éclairé naturellement, on a la chance de pouvoir avoir le ciel, il n'y a pas de point connexe au-dessus. C'est un parcours public, les gens peuvent traverser indépendamment de devoir aller prendre leur métro. Et là aussi, on a ce croisement des escalateurs qui descendent à 4 niveaux sous le niveau de la ville, sans se croiser les flux entrants et sortants. Voilà. Et l'intérêt, vous voyez, là c'est les quais du métro. Pour nous, les quais du métro doivent être un trottoir de la ville. Grâce à l'éclairage naturel, qui, vous voyez là, la grande verrière en ETFE permettra de voir le ciel et surtout d'avoir la lumière naturelle à moins 31 mètres. Ça, on a réussi, et on est en train de travailler encore avec l'ingénierie pour tous les aspects de sécurité incendie. L'objectif, c'est de réussir à accompagner les flux des voyageurs jusqu'au niveau des quais qui seront éclairés naturellement. Voilà, merci. Très bien, merci pour cette présentation dynamique, à l'image du projet.
Jacques, alors, Jacques, tu nous emmènes dans 2 endroits, je te laisse nous guider. Je ne sais pas si tu commences par justement le Bourget. Oui, il semblerait. Donc là, il y a déjà la mobilité, c'est les avions. Hein, oui. Et il y a une histoire sur ce site. Oui. C'est fantastique. Alors, comment on vient se poser là? Alors justement, c'est ce qui fait la particularité de cette gare, entre autres, hein, il y en a plusieurs, mais c'est que finalement le site est emblématique. C'est là où s'est écrit les grandes pages de l'histoire de l'aviation civile, avec des Guinemer, des Blériot, des Jacqueline Auriol, etc. Donc c'est pas rien. Et en plus, le site, a vu qu'on est à la construction de ce bâtiment de l'aéroport fait par... zut, le nom m'échappe. Excusez-moi. Georges Labro, en 1937, j'ai un trou là. Et beau bâtiment, style art déco, et devant lequel se développe une grande esplanade. Donc c'est pas rien, et se loger sur ce site demandait quand même à la fois de la retenue, mais aussi de la générosité pour valoriser le territoire proche de la ville de Blanc-Ménil. Voilà. Et donc nous, c'était un peu notre mission. On s'était donné ça comme mission que finalement, et c'était c'était écrit aussi dans les cahiers des charges de la SGP que les gares participent à valoriser un territoire. Et ça, c'est important. Donc on se dit quoi faire par rapport à tout ce passé, toute cette histoire. Donc on voit sur cette image. Alors, je vais prendre le petit pointeur. Donc ici, c'est donc la caractéristique aussi qui amène à cet ouvrage que nous avons donc pensé, imaginé et en train de se faire construire. Donc la boîte gare souterraine, la boîte en infra, se situe sous l'avenue du 8 mai, ici, 45. Donc c'était un travail important parce qu'il a fallu dévier cette route pour pouvoir construire donc cette boîte souterraine et la dévier sur l'esplanade. Et aujourd'hui, le couvercle a été remis et donc maintenant ils sont en train de travailler sur les émergences. Et donc il y a la particularité donc émergence principale qui se situe côté donc de l'aéroport et puis émergence secondaire côté ville de Blanc-Ménil. Voilà, ce qui fait que la salle des échanges des voyageurs se situe sous l'avenue. Donc on voit, nous, on s'est calé en respectant finalement cette histoire, ce site, avec cette grande esplanade composée, paraît-il, suivant l'oiseau blanc de Ningesser, avec l'empannage ici, et puis le corps, les ailes, etc. On se situe donc sur le côté. Et on a donc pensé à faire un cube blanc, transparent, qui vient se loger comme ça en limite de l'esplanade. L'architecture assez simple de cette émergence, donc c'est un grand cube de section, un 15 mètres de hauteur, 30 mètres de côté, constitué d'une structure métallique qu'on a souhaité la plus fine possible et qui reprend donc avec une certaine élégance le rythme du musée de Labro. Et une structure donc, qui permet d'avoir une grande transparence. Donc tout ça, ça va être recouvert de ETFE et qui laisse deviner cet ETFE est protégé par on va le voir après, par une maille métallique qui se retourne à l'intérieur et que ce cône va finalement silifier l'entrée de la gare. Donc c'est ce qu'on voit ici un peu plus précisément, c'est une coupe sur cette émergence. Et on voit ici donc la structure métallique, les parois verticales donc en ETFE, le toit aussi d'un ETFE, et le ETFE est protégé par une maille métallique, des rayons lumineux qu'on met ici, et ce tissu métallique se retourne à l'intérieur pour créer donc un vortex, qu'on appelle le vortex, et silifié, qui a la même emprise que l'escalier hélicoïdal qui descend donc en S.5 et vient silifier finalement la présence de cette descente. Pas dans le bon ordre. Voilà. Et c'est ce qu'on voit ici, en fait, finalement, pour nous, plutôt que de mettre des avions, on aurait eu la possibilité que le musée de l'air et l'espace nous prête des avions et le mette dans ce grand cube. Et finalement, on a préféré suggérer finalement cette histoire de l'homme qui a défié la pesanteur toute sa vie durant, a voulu se voler, et finalement cette forme métallique intérieure
reprend un peu l'embouchure d'une montgolfière et symbolise un petit peu ce défi de la pesanteur. Et là, on voit la coupe générale de la gare, avec cette émergence principale, et puis le dessous donc, de la gare. Donc là, la profondeur, on a l'impression que ça descend... Non, c'est pas très profond. Hein, c'est assez accessible. Oui, tout à fait. Mais par contre, effectivement, on n'avait pas de possibilité d'avoir de la lumière naturelle qui descende, mais on a fait des espaces dégagés, une grande descente ici qui permet d'atteindre la mezzanine, et après, donc, on relie les quais. Non, c'est pas très profond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la mesure où cette émergence, en fait, je vais revenir, il ne se passe rien dans cette émergence. C'est un espace vide. En fait, ici, ce hall, finalement, c'est une boîte, et tout ce qui est donc accueil du public, billetterie, contrôle d'accès se fait en dessous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ligne, une galerie qui se passe au -1 qui permet de relier les deux émergences. Donc, comme ça se passe au -1, ici, il n'y a pas c'est un espace vide qu'il fallait animer par, voilà, et signifier. Et ce qui fait la force aussi de cette construction, c'est que le rez-de-chaussée sont complètement ouverts. Pourquoi ? Parce que finalement, cette émergence, cette gare se destine à... Il y a 4 directions. La direction d'Esplanade au nord, pour les visiteurs du musée, donc à l'ouest le musée, à l'est la ville de Blanc-Ménil, et au sud le parc des expositions. Donc comme cette gare avait 4 directions, 4 destinations possibles, on s'est dit on ne va pas privilégier un côté par rapport aux autres. Donc la particularité de cette gare, c'est qu'elle s'ouvre complètement, alors là je pointe c'est pas ce qu'il faut que je fasse, elle s'ouvre complètement sur ses 4 côtés. Et le soir, la nuit, des rideaux métalliques seront descendus pour fermer la gare. Donc là, on a une gare complètement ouverte qui est assez atypique, due cette typologie d'une gare qui donc n'a pas de structure d'accueil dans ce rez-de-chaussée à ce niveau, donc qui est complètement vide. Il n'y a que les seules choses qu'il y ait, c'est effectivement les ascenseurs et escalators, mais il n'y a rien d'autre. Tout se passe en dessous. Donc c'est un grand espace, et pour renforcer encore cette continuité entre le parvis et puis la gare, eh bien le sol du parvis va continuer à l'intérieur de la gare, ce qui est assez singulier parce qu'en général, toutes les gares ont le sol identitaire, et là, on a, pour renforcer le concept, effectivement, le sol minéral du parvis va se prolonger à l'intérieur de la gare. Voilà, c'est ce que je voulais raconter sur cette gare qu'on voit ici, en vue aérienne, et qu'on voit ici dans l'espace intérieur, et on voit cette embouchure de montgolfière, là, le démarrage, en tissu métallique, et puis en dessous, on voit le départ de l'escalier qui descend au niveau 1. Donc un grand espace ouvert. Avant de passer à l'autre gare, je voudrais rappeler que 90% du réseau de la SGP, je parle sous ton contrôle, est souterrain. C'est quand même une donnée très très importante, et qu'il y a 10% de parcours aérien, et c'est qui va nous amener sur le plateau de Saclay, donc le grand campus, le pôle d'excellence, cher à Christian Blanc et autres, à l'époque de lancement du projet. Et là, précisément, là c'est très visible, et d'ailleurs très attaqué par certains, parce que visible. Mais là, je parlais de l'infrastructure. Maintenant, parlons de la gare. Alors, à Saint-Aubin. Alors, Saint-Aubin, donc là, en fait, c'est un ouvrage emblématique, aussi considéré emblématique. Donc, la SGP a lancé une consultation d'architectes. Nous avons été donc lauréats de cette consultation. Et la consultation, la particularité là aussi, c'est de concevoir non pas seulement les gares, mais aussi le viaduc. Donc, c'est tout un ensemble. Donc, on a constitué un groupement de maîtrise d'œuvre d'architecture, constitué d'exploration architecture pour le viaduc. Et pour les gares, Bentham-Crowell, une agence d'Amsterdam, et l'Atelier Novembre, et on est aussi mandataire de ce groupement en novembre. Donc il a fallu concevoir cet ensemble. Et pour nous, ce qui était important, c'est que nous avons considéré que cet ouvrage emblématique, constitué du viaduc et des gares, allait être un signe identitaire de du campus de Saclay, qui est composé par la ZAC de Palaiseau et la ZAC du Moulon. Donc c'est un territoire immense, scindé en deux par la N118. Donc pour nous c'est important, on s'est dit là il y a un enjeu réel, toujours se mettre au service du territoire, toujours dans un autre exercice que le précédent, mais dans cette même volonté, de se mettre au service du territoire et faire en sorte que
finalement, cet ouvrage de transport participe à créer du lien et à réunir finalement ces deux axes. Donc on a 3 gares. Donc le viaduc, c'est ce qu'il y a ici. Donc c'est le trait rouge. Alors pourquoi emblématique, hein? C'est parce que tout simplement, c'est un enjeu majeur par rapport à la population locale, dont la SGP devinait déjà les réticences que d'avoir un. Donc nous, on a voulu un viaduc qui soit le plus fin possible, le plus élégant possible, qui puisse constituer ainsi une ligne située à une bonne altitude et avec une géométrie. Quand tu parles de la population locale, tu parles des étudiants là, Non, les habitants, les habitants de Saint-Aubin, les habitants de Villers-le-Bac, etc. Voilà. Et donc ils ont un peu réussi d'ailleurs, parce que la petite histoire, c'est que nous, on devait continuer le viaduc jusqu'au bout là, et puis finalement on s'arrête. Le viaduc va s'arrêter ici et va passer donc au sol à partir de la gare de Saint-Aubin. Voilà. Donc il a été raccourci par rapport à ce qui a été imaginé au départ. Donc il sort ici, à la hauteur de l'école polytechnique, et il s'arrête à CEA. Donc 3 gares, gare de Palaiseau, gare d'Orsay-Gif et gare de CEA. Et pour nous, il était important de travailler justement sur cette identité. Alors, donc c'est une identité qui va être déclinée sur 3 lieux. Exactement. Hein, c'est bien ça. Donc nous, voilà ce que je disais à l'instant. Donc on a ce viaduc qui est un fil comme ça, très très fin. La particularité, c'est que les poutres qui nécessaires à faire tenir un viaduc ne sont pas sur les rives, mais c'est une poutre unique à l'intérieur, ce qui permet de générer des rives qui sont très fines et que finalement ça fait un trait comme ça assez élégant avec une sous-face lisse, qui finalement est assez bien apprécié quand même au jour d'aujourd'hui par les habitants du secteur. Donc le trait d'union, donc le viaduc. Et puis les gares, qu'on a voulu assez simple aussi, pour qu'ils puissent finalement s'insérer dans cette multiple de construction d'écoles universitaires, de grandes écoles. Donc on ne voulait pas en rajouter encore. On voulait vraiment être, les plus évident possible. Donc cette évidence, c'est tout simplement, donc, de part et d'autre du viaduc, on vient constituer les boîtes nécessaires au programme pour y mettre surtout des locaux techniques. Et puis, au-dessus de ces boîtes, de mettre une enveloppe protectrice par-dessus. Alors cette enveloppe, elle a plusieurs fonctions. Elle a fonction de protéger bien sûr le voyageur, mais aussi de faire une protection sonore pour ne pas amener des nuisances par rapport au voisinage. Et puis aussi, on la retourne latéralement, ça c'était l'image d'origine, latéralement sur les côtés, pour habiller les flancs, parce que c'est des boîtes fermées, c'est des boîtes de locaux techniques, donc il a fallu habiller tout cela. Donc rien de gratuit. Il faut souligner qu'il y a aussi une artiste qui, justement, s'empare de tout ça et j'allais dire, le met en couleur. Tout à fait. Tu peux dire 2 mots sur l'artiste ? Il y en a 3, donc une par gare. Par gare. Alors, ce que je voulais dire aussi, avant d'aborder les artistes, justement, c'est qu'on a voulu, là aussi, que les gares soient identiques, qu'il y ait une même ligne architecturale pour créer ce facteur identitaire. Ce n'est pas 3 architectures différentes, mais une seule, composée, comme je disais, le viaduc, les boîtes qui sont de part et d'autre du viaduc, et un hall, je pointe toujours le mauvais, et le hall qui est finalement un hall traversant. Et le viaduc devient le toit du hall. Donc une simplicité extrême. Et le tout donc ouvert par cette enveloppe. Et donc chaque gare a été, au départ, développée suivant le même principe. Et néanmoins, des variables ou des variantes ont été, apportées par l'inscription contexte, que sont, par exemple, le gare de CEA, finalement, dispose maintenant que d'une entrée. La gare type, c'est la gare d'Orsay qui a bien se répond à ce système-là, donc 2 entrées traversantes. Et la gare de Palaiseau, qui, elle, est triangulaire, parce qu'il était donc souhaité qu'il y ait une construction connecte qui vienne s'adosser à la gare pour se raccorder au réseau, à la trame urbaine de la ville. Et donc, les maires étaient quand même soucieux d'avoir des singularités par gare. Donc ces choses varient de par ce que je viens d'expliquer, à savoir les adaptations au contexte, mais aussi par la couleur. Donc chaque gare a des variations de couleurs et aussi les artistes qui vont accompagner aussi ce travail plastique, avec Jérémy Gobet pour une gare, Claire Tabouret et Oula Vandenbourg, voilà, pour la gare de CEA. Donc il y a des démarches à chaque fois singulières. Donc là, on voit la coupe avec le hall central, les boîtes
surtout, comme je disais, occupés par des locaux techniques. Alors là, la difficulté et la particularité des gares aériennes, contrairement aux gares souterraines, c'est que souvent, on constate que les émergences des gares souterraines ne reprennent pas forcément la forme de la boîte d'infra. Même quelque part, et souvent même, sont décalées, reprennent une autre géométrie par rapport à des exigences urbanistiques. Et ici, on était obligé d'avoir finalement des boîtes avec des 3 niveaux, donc qui se superposent. Et le toit des boîtes, c'est le quai. Donc les boîtes ont été calibrées par le quai. C'est le quai qui a défini la dimension des boîtes. Donc, et à partir de là, il fallait se débrouiller pour faire en sorte que tout le programme, on arrive à mettre le programme sur les 2 niveaux inférieurs. Donc voilà les boîtes. Là, on est au niveau du quai. Ici, c'est la coupe sur le viaduc. Et puis, on a cette enveloppe qui vient recouvrir tout l'ensemble. Voilà le principe de la gare. Et le seul élément, justement, qui paraît être un petit peu très formel, finalement, ne l'est pas, parce qu'on a essayé différentes structures pour pouvoir finalement être le toit de ces gares, et on a commencé en bois, etc. Puis finalement, on s'est aperçu que finalement le métal était la meilleure façon finalement de faire cette couverture sans point porteur intermédiaire, avec l'obligation de se fixer sur les côtés et ne pas aller jusqu'au sol, pour des problèmes de sécurité, bâtiments, etc. Donc on a une structure métallique tridimensionnelle qui amène cette forme origamique de l'enveloppe. Et cette enveloppe est constituée sur les parties verticales de vitrage et sur les parties horizontales au-dessus des quais alterne du plein et du vitrage. Donc, et on s'est dit finalement que cette forme générée par la technique, et uniquement par la technique, pour optimiser la matière, etc., finalement marchait assez bien par rapport au contexte environnant des grandes écoles, et se suffit à se démarquer sans forcément en rajouter. Et cette simplicité-là nous a plu, et aujourd'hui ça fonctionne. Et je crois qu'il n'y a même pas besoin de mettre un panneau pour dire c'est la gare. Je crois que les gens comprendront tout de suite cette forme reprenant aussi l'architecture des verrières des gares du 19e. On sent que tout de suite le sens est là. Là, on retrouve les éléments de la toiture avec les parties opaques et les parties vitrées, les quais. Et puis les différentes peaux, parce que ici c'est la peau extérieure qui va être recouverte de briques émaillées, terre cuite, et puis ici les panneaux en verre émaillé. Donc ça crée des plans successifs qui accompagnent aussi le cheminement, et dans l'interstice se glissent les escalators escaliers qui permettent aux voyageurs d'atteindre les quais. Voilà. Et là on voit maintenant quelques images. Alors ici c'est la gare verte de CEA. Ici, c'est la gare un peu Dompierre d'Orsay. Et là, on voit le décollement de l'enveloppe par rapport aux façades latérales, les tympans vitrés aux extrémités du hall, et puis la pénétration du viaduc. Ici, le hall, avec le viaduc qui est le toit du hall. Ici, les montées latérales, que le voyageur va emprunter et pourra redécouvrir le paysage extérieur. Et puis après, on arrive au quai. Voilà. Très bien, merci Julien. C'est à Julien maintenant que je vais passer le micro. Alors, en tant que directeur exécutif des gares, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a eu une sorte de négociation. J'allais dire avec les élus, avec et comment s'est passé les conditions de chaque projet? Parce qu'on a entendu, par exemple, les maires, ils voulaient absolument que les artistes, en fait, c'est le signal que les gares se distinguent. Donc comment l'artiste est choisi pour aller dans le sens de ce maire-là qui voudrait que ce soit peut-être un peu plus écolo, l'autre qui voudrait que ce soit un peu plus ceci? Comment ça s'est fait, tout ça? Merci d'abord pour cette invitation. Je vais vous proposer un tout petit détour avant d'arriver à cette question.
Je dirige une équipe d'une centaine de collaborateurs à la Société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets d'ailleurs à Noël, mais ça c'est une histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois. En tout cas, c'est un collectif de collaborateurs, ingénieurs, architectes, urbanistes, spécialistes de la promotion immobilière, du commerce, de la culture. Et cette direction a la charge de définir l'ensemble de ce qui compose le parcours voyageur, et donc ce qui m'amène à ta question, depuis les quais de la gare jusqu'au quartier de gare dont Patricia nous parlera, à travers cette commande architecturale absolument gigantesque et dont vous êtes les très grands représentants et la sélection qui a été faite ce soir. Le design, l'immobilier, le commerce, la publicité, les œuvres d'art dont on a beaucoup parlé, j'en dirai un mot parce qu'on voit à quel point vous avez montré comme ces programmes-là, ces thématiques-là ont été mêlées, vous les avez parfaitement sans oublier associées. Les illustrateurs sur les quais. Les illustrations dont j'aurais plaisir à parler, mais ça ferait beaucoup et je crains d'être intarissable. On ne peut pas tout dire ce soir. Les quartiers de gare, les espaces publics et ton image, Silvio, le montre si bien, les mobilités et puis les développements immobiliers urbains autour du Grand Paris Express. Mais je laisserai ça à Patricia. Juste un mot sur le GPE. Le GPE, vous savez, c'est le Grand Paris Express, pardon, c'est 200 km. 200 km, c'est autant que le métro existant en longueur. C'est un réseau qui a une force énorme, qui est en rocade, exclusivement en rocade, et interconnecté, c'est-à-dire que pratiquement à chaque gare, nous interceptons une ligne du réseau existant. Avec des gares, je vais revenir sur cette notion-là, mais une contrainte que vous avez évoquée les uns et les autres, qui s'est imposée à nous, qui est la profondeur. Et cette profondeur, par rapport à ce que nous connaissons à Paris, sur le réseau historique, est extrêmement importante, puisque les gares les moins profondes, et sans doute que le Bourget Aéroport en est c'est une vingtaine de mètres de profondeur. À Besse, aujourd'hui, qui est la gare la plus profonde du réseau, c'est 29 mètres, si je ne me trompe pas. Et les gares les plus profondes du Grand Paris Express, ce sera au-delà de 50 mètres, c'est-à-dire bien plus profond que les stations de RER. Donc, 65 mètres à Créteil, quasiment. 52 mètres à Saint-Maur, je crois, Saint-Maur-Créteil. Oui. C'est ça, exactement. C'est dire l'importance de la conception de ces espaces et du travail d'ingénierie qui a été réalisé autour de ça. Alors, on parle de gare. Et on ne parle pas de station. Et Pierre-Emmanuel, qui s'occupe de l'architecture au sein de ma direction, m'a raconté un jour quelque chose qui m'a beaucoup plu. On doit être en 2011 à peu près. Il y a un PowerPoint qui est présenté au directoire de l'époque et qui vise sur une page. Et quand on voit le travail que vous avez représenté aujourd'hui, c'est vertigineux. Sur une page, est-ce qu'on fait des stations ou est-ce qu'on fait des gares ? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait des bouches de métro, comme on en a utilisé pour beaucoup d'entre nous ce soir, ou est-ce qu'on fait des émergences, des édifices qui vont être un facteur d'identité pour les territoires. Et l'option qui a été prise, et je crois que quand même il faut le saluer de temps en temps, l'action publique a quelque chose d'extrêmement volontaire, audacieux et ambitieux, c'est qu'il a été décidé de faire des gares, c'est-à-dire des émergences. Et vous les avez montrées. Et ces gares, on le voit ici à travers cette carte, j'espère qu'elle est suffisamment lisible, mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que nous avons opté pour la plus grande diversité possible. D'abord, la plus grande diversité d'architecture et des architectes de tous horizons, de toutes générations, et avec des écritures extrêmement singulières. Et vous l'avez très bien montré. Mais il fallait quand même que les voyageurs puissent s'y retrouver, parce que des objets trop différents pouvaient être déboussolants. Or, même si on a envie de créer, je dirais, une collection de monuments, il s'agissait aussi qu'on puisse se repérer et se déplacer facilement sur ce réseau. Et nous avons confié à Jacques Ferrier, notre architecte conseil, la charge de rédiger une charte d'architecture. On est en 2014, je dirais, à peu près, qui vise à définir l'aire de famille de toutes ces gares, c'est-à-dire les dénominateurs communs. Et ça, c'est la première commande que nous avons passée, avec un seul, qui est strictement
à part quelques exceptions, le même dans toutes les gares. Une, évidemment, signalétique, une information pour les voyageurs qui est la même, un mobilier qui est le même, des impostes au-dessus des façades de quai qui sont les mêmes, des escaliers mécaniques et des ascenseurs qui sont strictement les mêmes. Tous ces éléments qui sont la pratique du parcours à travers la gare sont strictement identiques. Et puis après... Jusqu'à l'arbre sur l'espace public, jusqu'à l'arbre sur l'espace public. Ce petit arbre, oui, je veux dire, mauve, hein, oui. Voilà, le Polomnia. Ça va être le signal. Absolument, pour les espaces publics. Et puis, il y avait quelques autres éléments de programme qui n'ont pas survécu parce qu'on a forcément passé un certain nombre de programmes d'économie sur ce projet à 36 milliards. Et donc, en tout cas, on n'a jamais fait le sacrifice de cette efficacité des cheminements, tout en ne sacrifiant pas davantage l'écriture architecturale et cette ambition, auquel nous avons donc ajouté, c'est aussi ce qui figure, je crois, non, nous avons que les architectes sur cette carte, mais nous avons une carte où figure l'ensemble des artistes. Elle est dans l'expo. Hein. Elle est dans l'expo, tu as raison. Et on retrouve beaucoup de ces éléments. Ça, c'est une autre intuition, une autre vision qui a été développée. Et, je n'en suis pas le responsable, donc je n'hésite pas à en être très fier. Cette commande artistique gigantesque qui consiste à être ce que j'appelle l'inverse de l'insertion d'une œuvre sur un rond-point, comme on peut le voir de façon aussi désastreuse dans beaucoup d'endroits, c'est-à-dire une œuvre posée totalement au milieu de nulle part et déconnectée de son contexte, que vous avez montré et ce qui nous plaît beaucoup et ce dont nous sommes fiers parce que nous pensons que ça créera un choc extrêmement positif pour les voyageurs, c'est que nous sommes parvenus, grâce à vous, à faire entrer en résonance votre travail, votre architecture, avec le travail de ces artistes, et puis auquel s'ajoute, vous le verrez dans l'exposition, une autre programmation sur les quais qui sont des illustrations. Je vous montre quelques images de gare complémentaires à celles qui ont été dessinées, avec une idée derrière la tête qui est que ces bâtiments sont très importants, mais seuls au milieu de leur environnement, ils ne peuvent pas grand-chose. Et c'est aussi une autre des intuitions que nous avons eues, cette fois-ci avec Île-de-France Mobilité, qui est... Donc là, on est à Versailles. Hein, à Satori, oui, voilà. Tout à fait, à Versailles, oui, absolument. C'est que une gare sans articulation avec son environnement ne sera pas parfaitement et pleinement opérante. Et que nous devons aussi veiller à ce que l'environnement, allez, disons l'écrin dans lequel elle se situera, soit particulièrement travaillé au titre des espaces publics. Et qui dit espace public dit le travail du sol. C'est ce qui me plaisait dans cette image où on voit bien, c'est infernal hein, ce que le site que Silvio a eu à travailler par exemple. Enfin, on voit les ponts comme ça parfaitement alignés. Il faut se dire qu'aucun des ponts n'est aligné et que c'est un bazar en termes d'altimétrie épouvantable. Et que vous avez réussi au travers de ce geste, et on pourrait parler des autres gares, à créer ce lien dans un cahier des charges qui était a priori absolument infaisable. Et puis, vous le voyez ici, on l'espère, on fait tout pour de la végétation pour de vrai. Ça, c'est quelque chose qui nous est très cher et on y a beaucoup travaillé. C'est d'arrêter absolument de représenter des choses qui ne seront pas la réalité. Nous avons une forme d'engagement par rapport à ce que nous avons dessiné, parce que nous croyons à la vertu et à la force de l'action publique. Et pour ça, il faut faire ce que nous avons promis. Et donc, nous avons des fosses d'arbres qui sont adaptées. Une écriture architecturale, là, on est à Villejuif, l'Institut Gustave Roussy, une gare extrêmement emblématique, l'une des plus profondes. Dominique Perrault en est l'architecte. Une écriture architecturale. Alors, évidemment, nous n'urbanisons pas tout à la Société du Grand Paris autour des gares. Nous avons une centaine de projets. On va en parler. Mais en tout cas, de veiller à ce que tout ça fonctionne harmonieusement. Et puis voilà un travail de composition des espaces publics qui soit aussi en résonance avec l'architecture. Quand on a des gestes pareils, on ne peut pas faire je dirais un espace public avec des lanternes cuivre. Voilà, ce qui m'amène aussi à compléter ma réponse à ta question, c'est que cette commande et cette autre force, je dirais, du projet, c'est que les instigateurs de tout cela en 2010 ont perçu que rien ne serait fait
à l'encontre des collectivités locales et donc à l'encontre des représentants de notre démocratie, c'est-à-dire les élus. Ils sont élus, ce sont leurs territoires, ils les vivent beaucoup plus intensément que un représentant d'établissement public de l'État que je suis. Et donc nous avions l'obligation de prendre ce temps vis-à-vis des partenaires locaux, les élus en premier rang, les riverains, bien entendu, pour arriver aux compositions les plus pertinentes et aussi les associer à ce travail, cette très grande quantité de consultations que nous avons menées pour désigner les architectes. Je pourrais vous en dire beaucoup plus. Et les artistes, par exemple, si on et prend les artistes. Dans le cas de la Courneuve, Manduc et Chartier d'Alix, est-ce que, par exemple, les élus se sont prononcés dessus? Oui. Absolument, oui, avec Gilles Poux, le maire de la Courneuve, nous avons eu un travail continu, et s'il y avait eu que ça, moi je me souviens de comités de pilotage sur les espaces publics, on voit l'ombre de l'immeuble qui ne sera absolument pas du tout celui-ci, mais qui a été aussi dessiné pied à pied, et nous avons des équipes à la SGP qui sont chaque semaine au contact des élus pour, pas à pas, leur montrer ce que nous avons comme contrainte, comme difficulté, Aurélie le sait, et comment nous avons l'obligation de faire évoluer, s'ils en acceptent la transformation, l'évolution. Les élus ont dû apprécier, par exemple, ce projet de Chartier d'Alix qui, justement, les gens, même ceux qui ne prennent pas le métro, peuvent utiliser le bâtiment. Oui. C'est-à-dire qu'ils peuvent le traverser. C'est comme un passage très urbain. Donc là, il y a quelque chose, c'est un bonus pour la ville. Absolument. Ça, c'est très important. Alors, avec en plus des commerces qu'on retrouve qui ne sont évidemment pas ceux qu'on trouve en pied d'immeuble, puisque un commerce au sein d'une gare, on ne va pas acheter ses légumes, mais c'est plutôt un type de commerce particulier. Mais cette notion-là est hyper importante pour nous parce que nous ne sommes pas tous voyageurs et nous n'avons pas tous besoin d'être voyageurs pour profiter pleinement du Grand Paris Express. C'est particulièrement valable pour les espaces publics, mais comprenez que c'est une intention extrêmement forte, démocratique, qui est que je peux être bien sur ce parvis qui est une place du Grand Paris. Je ne suis pas nécessairement usager du métro, pas nécessairement usager du bus. J'ai potentiellement du temps où je n'ai pas la possibilité de me déplacer rapidement. Nous avons essayé de concevoir tous ces espaces intérieurs et extérieurs pour tous les âges. Et question du genre aussi, qu'on a beaucoup travaillé sur la pratique des espaces que nous allons créer. Et aussi de la saisonnalité, de l'horaire, de la météo, des îlots de chaleur. On appelle parfois certains sites qui méritent encore d'être perfectionnés des plaques de four. Comment on évite, avec le réchauffement climatique, ce système de réchauffement, et comment on tient compte de toute la diversité, parce que nos images représentent généralement une belle journée du mois de juin, disons, avec des gens souvent valides sur nos représentations. Ça n'est pas la réalité de notre société. Nous devons avoir une réponse universelle pour correspondre à simplement ce que nous vivons. Voilà. Alors Patricia, depuis tout à l'heure, on tourne autour de la question de la ville, on voit bien, et de la question que tout le monde se pose. 68 gares, 68 opportunités de créer de la ville, mais laquelle? Comment? Alors, il y a eu un cahier des charges, l'équipe de la SGP, justement, avec la Pure, et pas seulement, a défini un peu ce que seraient ces nouveaux quartiers, dans un rayon de 800 mètres, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a travaillé sur cette notion de quartier. Et juste pour dire que c'est vrai que les exemples qui ont été choisis là, ce soir, en tout cas, montrent que la gare est un repère. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la gare rentre en résonance avec le quartier. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec la Société du Grand Paris et la DRUAT, donc il y a déjà une dizaine d'années, dès l'origine en fait du projet, sur cet observatoire des quartiers de gare. C'est-à-dire qui sont définis comme les quartiers qui sont à moins de 10 minutes à pied. C'est-à-dire qu'on parcourt tous en métro, en tout cas on sait qu'à 10 minutes à pied, c'est accessible, c'est 800 mètres.
Et c'est vrai que cet observatoire, il est là pour montrer toute la diversité. C'est vrai que vous disiez que les gares étaient absolument pas génériques et spécifiques en lien avec les quartiers. Et il y a eu cette même approche au départ de l'observatoire, parce que c'est vrai qu'il y avait certains qui considéraient qu'il pouvait y avoir aussi une approche urbaine un petit peu générique à travers de projets. Donc c'est vrai que l'étape 1 a été de montrer toute cette diversité des quartiers qui existaient d'ores et déjà. Donc c'est vrai que ça représente en surface 1,5 fois Paris. Donc c'est dire en fait si ces 68 quartiers de gare sont quand même très importants. C'est un vrai changement à l'échelle de la métropole. Hein. C'est un projet de transport, c'est un projet d'architecture, projet de culturel, mais c'est aussi un projet urbain qui prend appui sur ces territoires. Donc on travaille ici avec l'INSEE, hein, et donc on a 1,25 million de personnes, si on est au périmètre exact, qui déjà habitent ces quartiers, 1 million de personnes qui y travaillent, et la gare a déjà son effet d'attracteur, d'attractivité qui s'est déjà opéré, puisqu'on voit qu'entre 2010 et 2020, les données montrent qu'on a déjà 91 000 habitants supplémentaires dans ces quartiers et 200 000 emplois salariés. C'est-à-dire qu'intuitivement, on ne se dit pas forcément que dans un premier temps, c'est ce rapport-là. Donc on voit en tout cas qu'il y a déjà cet effet-là. Après, dans l'observatoire, donc il est là pour documenter, observer cette diversité, montrer les évolutions récentes, le facteur d'anticipation, et il y aura également l'après pour pouvoir aussi avoir ce retour et voir l'impact que la gare pourra avoir. Donc c'est vrai qu'on s'est collectivement doté de cet outil de suivi pour pouvoir assurer cette observation. Alors par rapport au quartier, c'est vrai que les présentations qui ont été faites montrent que déjà le rapport, il est le rapport au sol. Donc c'est vrai que Julien, tu le soulignais, hein, la question de la profondeur. On n'est pas comme le métro parisien où on est à moins 6 mètres si on prend la ligne 1 par exemple. Hein. Là, c'est vraiment des très grandes profondeurs. Et on voit qu'il y a cette agilité-là parce que c'est vrai que quand on parcourt à l'intérieur de la gare, c'est aussi toute une expérience qui est différente selon qu'on est en correspondance ou finalement si on est dans le cadre d'une typologie de gare unique, une ligne, une gare. De mémoire, c'est 70% des gares qui sont en correspondance, donc c'est quand même une large majorité, et 30% qui sont implantés dans des secteurs qui aujourd'hui sont très enclavés. Donc c'est vraiment un objectif de désenclavement de ces quartiers qui ressort. Donc forcément le rapport par rapport au quartier est un petit peu différent parce qu'il y a un rapport peut-être plus de proximité ou par rapport à ces grands pôles. Après, le deuxième élément qu'on voyait très bien sur les images, notamment certaines photomontages, c'est l'importance des flux entrants et sortants. Si on est dans le quartier, tu parlais des parcours, et c'est vrai que là, quand on regarde les flux, c'est un petit peu vertigineux, vous l'avez un peu tous souligné, hein. Je crois que Playel, c'est 36 000 personnes qui vont entrer et sortir à l'heure de pointe. Je crois que la gare aéroport du Bourget, ça doit être à peu près 8 000. Donc quand on connaît le secteur, on voit bien qu'on est dans une sollicitation piétonne des espaces extérieurs qui va complètement être modifiée. Et Châtillon, je crois à Montrouge, ça doit être le double de l'aéroport du Bourget, donc ça doit être vers 15 000. Donc c'est vrai qu'il y a une irrigation dans les quartiers qui va s'opérer. Et donc, il y a toute une réflexion pour justement à la fois travailler la place de la gare, mais aussi dans la profondeur, même si ce n'est pas toujours facile, hein, on le voit sur le pont de Bondy. En même temps, la gare n'arrive pas tout de suite, donc ça va aussi évoluer. Comment on arrive à faire en sorte que la gare suscite aussi des nouveaux parcours, des nouveaux aménagements. Ça ne nécessite pas forcément des fois des grands aménagements pour cet accompagnement-là. Donc après, il y a toutes les réflexions et on échange, hein, notamment avec la Société des grands projets, sur l'effet de la gare sur la centralité.
C'est-à-dire que là aussi, on se dit que selon les quartiers, c'est très différent. Il y a des quartiers sur lesquels la gare va constituer une centralité vraiment forte. À l'inverse, il y a d'autres séquences où il va y avoir un étirement, sans doute, des centralités qui existent. Il y a des maillons manquants. Donc c'est l'effet gare qu'on a constaté déjà ailleurs. Donc ça, c'est aussi assez intéressant à observer. Après, si je sais pas, par rapport aux typologies, parce que c'était aussi l'objet, à l'occasion de l'exposition et du catalogue, on a échangé avec Mathieu Mercuriali, donc qui a fait un chapitre dans le catalogue sur ces questions justement le rapport de la gare avec une typologie de quartier. Donc c'est vrai que dans la conversation, finalement, il a retenu donc 4 grands types de tissus, mais qui fait écho aux gares qui étaient soulevées. Donc il y a la gare qui se trouve dans la gare porte d'un tissu qui existe déjà, qui est constitué un peu dense. Donc peut-être que Châtillon d'ailleurs en fait partie, puisque finalement le quartier il existe déjà du fait que la ligne 13 existe. Et là, on a parfois des densités qui sont très importantes. Par exemple, le quartier de gare qui a la densité de population plus importante, c'est les Agnettes. C'est pas forcément l'imaginaire qu'on en a, où on va plutôt parler des quartiers, je vais y arriver, qui se transforment, plutôt que des quartiers qui se sont déjà en partie transformés. Après, la deuxième catégorie, c'est les gares qui sont liées à des grandes infrastructures, donc les aéroports. C'est vrai que c'est un petit peu à part. Alors, le mine de Rungis, il le met dans cette catégorie-là, puisqu'en fait, on voit que aussi l'architecture est un peu différente. Le troisième type, c'est la gare qui a un équipement dans un tissu qui est plus petit, enfin d'une échelle, si on prend Sevran, par exemple. Et puis après, il y a cette dernière grande catégorie dont on parle davantage, qui concerne justement les quartiers de gare qui sont en devenir, et ceux sur lesquels il y a des grandes transformations qui s'opèrent. Et donc je trouve que le panel, en tout cas, que vous avez représenté est assez significatif, puisque on peut parler évidemment de Pleyel, qui est le quartier où il y a, même si ça peut varier, en tout cas 1 million de mètres carrés qui était envisagé au départ. Il y a une partie qui est réalisée avec le village olympique déjà, et puis la plaine Saunier qui va arriver près du centre aquatique, et évidemment la rénovation de la tour. Mais on voit qu'on a des échelles différentes, c'est-à-dire que les quartiers, les mutations se font en regard des quartiers, des tissus existants. Si je fais en décroissant, en fait, si je prends le pont de Bondy, il y a toute l'évolution de la plaine de l'Ourcq, où là, il y a des projets qui sont portés par Est Ensemble, où il y a 5 grandes ZAC, et donc c'est aussi comment on habite le canal. Donc on voit bien comment votre réflexion sur la gare s'inscrit dans cette réflexion sur le canal, et donc là, c'est 600 000 mètres carrés, mais qui concerne à la fois des actes, des opérations d'aménagement, mais aussi beaucoup de quartiers politiques de la ville. Et ça, c'est aussi un élément important, puisqu'en fait, il y a le métro du Grand Paris va desservir 53 quartiers politiques de la ville. Donc c'est aussi cet engagement-là. Et sur l'aéroport du Bourget, c'est vrai qu'on pense qu'il n'y a pas énormément de projets, mais en réalité, il y a toute la partie est qui est en transformation, sur lesquels il y a un grand projet de rénovation urbaine qui justement rénove des opérations importantes, puisque de mémoire, c'est à peu près 300 000 mètres carrés qui sont concernés. Et Châtillon-Montrouge, forcément qu'un tissu constitué, c'est plus mesuré, mais en même temps, c'est à l'échelle aussi de ce quartier-là, avec le projet de la SGP, plus également un projet en retour. Donc c'est vrai que cette transformation, elle concerne 1/3 de la superficie de l'ensemble des quartiers de gare, donc 30%, c'est quand même considérable, mais en incluant les projets de rénovation. Et ça, il y a en tout cas une enveloppe globale de 32 millions de mètres carrés qui sont concernés, mais sur une échelle temps qui est très longue, puisqu'en fait, c'est sur 20 ans, voire même peut-être plus, donc puisqu'on est de 2010 jusqu'à 2030 et au-delà, mais avec une très grande variation
selon les quartiers et ses spécificités qui vont faire que ce métro du Grand Paris en fait redéfinit vraiment une nouvelle géographie métropolitaine et en tout cas à la IGP c'était aussi une mise en avant que la métropole du projet c'est évidemment le métro du Grand Paris et puis les Jeux Olympiques bien sûr. Alors on l'a souligné tout à l'heure, la gare de Kengo-Kuma va être la première qui va s'ouvrir. La question qu'on se pose tout de suite, évidemment, il y a l'effervescence des Jeux Olympiques. Le président de la République a inauguré le village olympique, non loin de cette gare. Mais quel va être le quartier qui va faire le lien, justement, entre les abords de la gare et le village olympique, par exemple? Est-ce que déjà on a une image de cette... je sais pas, est-ce qu'il y a des plans? Parce qu'on voit rien. On est quand même un peu étonné. Est-ce que tout ça est en gestation? Comment ça se passe? Alors, ce rayon de 800 mètres. Vaste sujet. La particularité en Ile-de-France, c'est qu'on a énormément d'acteurs publics à intervenir sur le même espace. À Châtillon-Montrouge, par exemple, il y a une dizaine de mètres d'ouvrages différents, publics, qu'on a réunis au sein de structures qu'on a appelées les comités de pôle ou les comités des places du Grand Paris. Silvio s'en souvient bien, on a beaucoup travaillé au Pont de Bondy. Pont de Bondy, 3 communes, Bondy, Noisy-le-Sec, Bobigny, l'établissement Est Ensemble, qui est l'intercommunalité, le département, les autoroutes A3 à 86, donc l'État, la SGP, Île-de-France Mobilité. Vous voyez le nombre de personnes. Et donc on prend ces espaces-là, dans un rayon de 800 mètres, on regarde dans un rayon de 800 mètres, c'est-à-dire on fait le diagnostic, ce qui n'empêche pas qu'il y ait un certain nombre de développements urbains dans ce périmètre, mais ces partenaires publics ont décidé que l'intervention juste était un rayon de 300 mètres. Et donc pour chaque gare, chaque place, chaque pôle du Grand Paris, nous avons fait dessiner un projet d'espace public sur ce rayon de 300 mètres avec la liste d'actions à réaliser, des dénominateurs communs exactement pour la gare, c'est-à-dire un éclairage qui soit conforme, un sol qui soit si possible même d'une maîtrise d'ouvrage à l'autre, de la signalétique qui soit également similaire. Et ensuite, on a chiffré ces actions, on se les est réparties entre maîtres d'ouvrage et nous avons établi un plan de financement. Et l'objectif, c'est d'avoir le maximum d'espace public livré, disponible au moment de l'ouverture des portes de la gare. Mais on sait très bien que les emprises, ça c'est un des sujets très compliqués de ce programme-là, c'est qu'on va forcément livrer les gares avec, jusqu'à la dernière minute, nous aurons besoin des espaces de travaux, et donc on va pouvoir livrer les espaces publics à mesure que les bases chantiers se disparaîtront. On se démonter. Oui. Patricia, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, juste pour compléter, c'est vrai qu'on fait dans le cadre de l'Observatoire des quartiers de gare, donc on mesure donc à la pure le avant-après pour ce qui concerne les espaces publics. Et on s'aperçoit que dans les exemples qu'on a regardés pour l'instant, il y a un doublement des surfaces de trottoirs qui est fait, si on prend Carrefour Siroute ou Bagneux, et que dans certains secteurs, c'est même un facteur 4. Donc, c'est pas rien. Ça ne veut pas pour autant dire que dans l'ensemble des quartiers de gare, c'est créé et c'est facile du fait de cette multiplicité en fait des acteurs qu'indiquait Julien. Et si on prend l'exemple du village olympique, c'est vrai que le village olympique, il a été créé de façon à ce qu'il y ait justement le grand mail finaux qui fait qu'on va de la Seine jusqu'au faisceau ferré jusqu'à la gare, et de même la nouvelle passerelle qui a été faite pour relier l'île Saint-Denis à Saint-Denis et dans l'axe pour pouvoir rejoindre en fait le carrefour Pleyel. Donc c'est vrai que ça a été imaginé donc pour pouvoir, avec donc notamment la Solidéo, mais d'abord le GIP et Dominique Perrault, avec ces rabattements aux gares. Après, pour autant, est-ce que tout sera prêt à l'été pour aller sur la gare, traverser le boulevard Anatole France? Il y a des aménagements qui aussi vont se poursuivre une fois que la gare sera ouverte. Alors, ce qui est frappant dans tous les dessins qui ont été montrés, toutes les coupes et autres, on ne voit jamais un garage à vélo.
mais alors ce qui s'appelle jamais. Alors, c'était pas dans vos commandes. Toi, c'est vrai, Silvio, toi, tu en as parlé. Je sais pas si tu l'as montré, mais... Ah, c'était celui-là. Alors, excuse-moi, tu es le seul. Mais les autres... Alors toi, c'était impossible. Ou alors, aussi, on peut démonter le vélo et puis le plier. C'est offert par la Société du Grand Paris. D'accord. Mais voilà, dans cette magnifique gare de Pleyel, justement, la question du vélo, par exemple, est-ce que c'est une question que... Enfin, on vous l'a posée en tant qu'architecte, ou vous l'êtes posée, bien sûr, j'imagine, mais on ne la voit pas. On ne la voit pas parce qu'on n'a pas eu le temps de rentrer dans ce niveau de détail-là, mais évidemment, le vélo, ça fait partie de l'intermodalité. Donc, autour de la gare, je n'ai plus les chiffres en tête, mais on a tout un tas de stationnements vélo, je dirais entre 200 et 300 stationnements vélo extérieurs. Et la gare, elle embarque aussi une consigne Véligo de 250 places. Mais je voulais aussi peut-être rebondir avec ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à cette histoire de concertation, de travail sur la conception des espaces urbains de façon démocratique et très concertée. On a des exemples qui nous ont beaucoup marqués, nous, pendant la conception, c'est-à-dire qu'au fil du développement de projets, alors je ne sais plus quand est-ce que ça s'est passé, mais il me semble que c'était en fin d'AVP, on a présenté la gare dans le cadre de Copil à tous les acteurs, à tous les élus, et il a été évident à un certain moment du projet, alors qu'on était très avancé, que par exemple on avait ce parvis de gare qui n'était pas celui qu'on vous a présenté aujourd'hui, parce qu'il était coincé côté ouest par le tracé de la rue Pleyel qui faisait partie du cahier des charges. On était dans une limite comme ça, et à partir de là il y a eu une concertation entre la Société du Grand Paris, entre les élus qui se sont dit mais ce tracé il faut le changer, il faut le dévier pour pouvoir offrir vraiment un espace public plus généreux et plus à l'échelle de la gare. Et à un autre moment du projet, encore plus tard, il y a eu aussi toute cette réflexion sur la partie programmatique, puisque ce qu'on vous a présenté comme étant le programme culturel de 5000 m², ça fait l'objet aussi de beaucoup de réflexions. En tout début de concours, on n'avait pas vraiment de programme très, très précis, très détaillé. Il était question de commerce, puis il a été question en début d'études de réaliser une médiathèque et un espace coworking, et puis en cours d'études, mais vraiment très tardivement, il me semble, au pro, il y a eu toute une concertation aussi pour aboutir à cette idée que c'était un programme culturel qui était nécessaire dans ce contexte-là. Est-ce que, par exemple, le franchissement Pleyel de Marc Mimram, qui est lui-même déjà une typologie très intéressante d'un ouvrage d'art incluant des éléments de programme, dont on ne sait pas qui vont devenir vraiment, ce sera des galeries d'art, du coworking ou je ne sais quoi, est-ce que vous avez travaillé ensemble, les deux agences? Est-ce que, justement, dans la jonction, dans l'imbrication des deux, je dirais pas des deux réseaux, mais des deux ouvrages, vous avez travaillé ensemble? On imagine que oui, mais est-ce que vous avez monté une méthode pour le faire? Jusqu'à il y a encore quelques semaines, on travaillait sur l'interface et l'imbrication, notamment de l'atterrissage de la passerelle piétonne qu'on voit au sud de la gare. Donc oui, à partir du moment où ils ont été désignés lauréats, il s'est mis en place tout un tas d'ateliers, de gestion de toutes ces interfaces pour s'assurer que, notamment en termes de nivellement, eh bien, les deux ouvrages se rencontrent parfaitement et que tout ce qu'on avait imaginé dans la philosophie générale, c'est-à-dire vraiment cette gare imbriquée et en symbiose, fonctionne réellement. C'est intéressant l'histoire de Pleyel, Julien, parce que ça montre que c'est donc possible de changer le cap. On dit toujours, ah non, c'est lancé, oh là là, on va pas pouvoir. Là, finalement, il y a un cas où c'est possible. Et si Jean-Marie Duthiel était autour de la table, il pourrait nous parler de Champs-sur-Marne, où il a joué un rôle très important pour mettre les deux maires d'accord en disant, finalement, ça sera au centre. Et alors que ce n'était pas du tout prévu là. C'est quand même donc possible. C'est possible. Je crois que ce qu'Aurélie nous dit, c'est considérable de se représenter à un projet comme celui-ci. Et donc, forcément, je pense que plus on aura la possibilité de regarder derrière nous ce qui a été fait, nous comprendrons ce pourquoi un certain nombre de décisions ont été prises tardivement. Pleyel, c'est 250 000 voyageurs par jour. Quand ça vous tombe dessus, c'est évidemment une bonne nouvelle, parce qu'une gare avec 4 lignes de métro, formidable. Mais avant d'imaginer qu'il faut dévier la rue Pleyel,
il faut quand même une capacité à se projeter. Je ne parle même pas des voyageurs qui, à mon avis, ne se rendent pas compte de l'énormité de ce qui va se passer avec le Grand Paris Express. Je prends toujours l'exemple de Clichy-Montfermeil pour aller à la Cité des Cartes à Marne-la-Vallée. Aujourd'hui, c'est 1h20. Demain, avec le Grand Paris Express, 7 minutes. 7 minutes, alors évidemment, tout ne va pas être... 7 minutes au lieu d'1h20. Oui, tout ne va pas être raccourci de cette façon-là. Mais vous imaginez l'impact... C'est impossible de se représenter avant que le métro soit ouvert. L'impact que ça va avoir pour un certain nombre de personnes, et évidemment, vous l'avez vu, le réseau a été tracé plutôt pour aller chercher les territoires en difficulté. Donc évidemment, les populations qui ont le plus besoin d'accès à l'emploi, à la santé, à la culture, à l'enseignement. Cité des Cartes, 7 minutes. Donc, quand on est face à un tel basculement, un tel renversement, évidemment que ça prend du temps et qu'il faut se représenter des choses. Et tous ceux qui nous ont accompagnés, je pense, l'ont compris à un moment donné. Évidemment, ça oblige à reprendre les études. Évidemment, ça oblige à refaire un certain nombre de choses. Mais on ne peut pas, sur des sujets comme ceci, avoir bon du premier coup. C'est pas possible. Finalement, David, sur un projet aussi complexe, aussi technique, est-ce qu'il y a eu aussi des négociations là où il y a eu ou non, les choses étaient évidentes, c'est la technique qui s'imposait, et puis après le travail d'architecte est venu justement, puisque vous ne travaillez pas sur l'espace urbain, vous êtes, j'allais dire, tout de suite dans la profondeur, la tête dans le lavabo, direct. Je crois qu'il y a, comme Julien disait, à toutes les échelles, il y a eu des échanges, il y a eu des allers-retours, il y a eu des questionnements. Nous, je ne sais plus à quelle phase, à un moment, on nous a dit on va remonter. Alors, le Z, ça nous parle à tous. Le Z, ça ne parle pas forcément à la salle. C'est l'altimétrie des rails. Voilà. D'accord, le Z. Y, Z, voilà, la profondeur. On va remonter le Z de 3 mètres. Et tout d'un coup, la gare, elle a changé parce que les rails arrivaient plus haut que ce qui était prévu. Voilà, et donc on a repris. Enfin, ça c'était un exemple parmi d'autres. Il y a eu des contraintes financières, il y a eu des arbitrages, il y a eu un projet. Je pense que ce que vous disiez, Julien, c'est intéressant. C'est le temps. On parle tous de durée que beaucoup de gens ont du mal à maîtriser sur un travail. C'est-à-dire que nous, ça fait... On a commencé en 2012, 2013, peut-être avant pour certains à travailler sur le sujet. On a passé les 10 ans de travailler sur un projet et on n'a pas encore complètement fini. Et donc cette durée, forcément, elle oblige à être dans un échange, dans une aventure qu'on a ensemble, de partenaires, de trouver des solutions communes pour absorber les problèmes et puis les transformer en des solutions opérantes, on espère. Voilà. Mais... Et s'ouvre quand, Châtillon-Montrouge? Je ne parle pas du trafic, je parle est-ce que le bâtiment sera fini? Le bâtiment, c'est décembre 2025. C'est la date officielle. Le rendez-vous est pris. Silvio, il y a eu des négociations, justement, j'imagine, pour rectifier, la géométrie des ponts, tout ça. On est encore en pleine discussion. Ça paraît incroyable. Et justement, sur les Vélib, et les Véligo, pardon, il y a la question de l'ouverture de la gare. C'est-à-dire, on n'a pas le droit, nous on essaie de mettre les vélos à l'intérieur du ruban, et je crois qu'on va y arriver. Par contre, il faut que les vélos soient accessibles 24 heures sur 24. Donc on est en train de travailler aujourd'hui, en ce moment, sur la possibilité de sortir à un moment donné du ruban pour pouvoir sortir et rentrer 24 heures sur 24. Ça peut être aussi une révolution, parce qu'aujourd'hui, les gares du métro, ça s'arrête à 1h, et à 5h, 5h30, se réouvre. Je pense que les métros ouverts 24 heures sur 24 peut être une révolution. Et je crois que nous, on travaille dans cette direction pour pouvoir y aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, je m'empresse de dire que le métro ne sera pas ouvert 24 heures sur 24. Pas le métro. Mais un certain nombre d'espaces potentiellement. Oui. Il sera ouvert sur les horaires du métro classique, parce que il faut. C'est-à-dire à 1h du matin, il s'arrête. 1h du matin, peut-être 2h du matin le vendredi et le samedi, comme à Paris. Mais il faut savoir, pris dans l'autre sens, que les nuits du vendredi et du samedi, ça laisse 3 heures, et le reste de la semaine, 4 heures aux équipes pour maintenir le réseau, c'est si peu. Pour 3 millions de voyageurs par jour sur le GPE1, 3 millions de voyageurs projetés en 2030. Oui, c'est juste l'espace autour.
Oui, alors on n'a pas parlé, tu n'en as pas parlé, mais on ne pouvait pas parler de tout ce soir. Je voudrais souligner qu'il y a 5 centres de maintenance, et non des moindres, des immenses, dont celui de Marc Barani, qui fait, je ne sais plus combien, 150 mètres de long, avec une œuvre de Tidé, de cet artiste, une sorte de lasso, comment dire, lumineux. Si c'est vraiment comme on voit les images, ça va être sublime. Non Bien sûr, ce sont des cathédrales, ces centres de maintenance. Nous en avons 5, tu l'as dit. Pour nous, ça fait... Alors évidemment, le public ne pourra pas y entrer, hein, et puis il y a un certain nombre de questions de sécurité, évidemment, mais enfin, en tout cas, ils ont fait l'objet, ces lieux-là, du même soin, de la même intention en termes de commande architecturale, et tu viens de le souligner. On aurait pu se dire, bon, ce sont quand même les coulisses du réseau, on peut peut-être laisser ça un petit peu de côté. Non, il y aura également une œuvre d'art dans chacun de ces sites. Alors, évidemment pas à l'intérieur. Par définition, ces œuvres seront à l'extérieur de ces centres de maintenance. Oui, Kersalé, d'ailleurs, aussi, va intervenir sur un des très grands, le long de l'autoroute, à côté de l'autoroute de l'Est, là où... voilà. Et... il n'y a pas d'artiste encore sur le pont de Bondy. Non. Si, il arrive. Il arrive. Est-ce qu'on peut le révéler ce soir? Quel est l'artiste au pont de Bondy? Je sais pas si on peut le... Mais je l'ignore, Jean-Dominique. Non. C'est en cours. Hein. C'est en cours. On est en train de... Pas de révélation, hélas. C'est les dernières, voilà. Avant qu'on cite, il y a sûrement quelques petites questions qui vont émerger de la salle. Voilà, le spécialiste des gares. Voilà, je rappelle, une très grande exposition au Centre Pompidou, le temps des gares. Là, on pourrait dire que c'est le temps des nouvelles gares. Hein. Bon, voilà. Merci. Effectivement, mon métier comme architecte au Centre Pompidou pendant 30 ans était de faire des expositions sur l'architecture à la ville. Donc, je suis émerveillé. Merci. Je suis donc émerveillé par l'ampleur de votre projet, la qualité architecturale et urbaine de vos présentations, d'ailleurs aussi de leur imagerie et de vos présentations. Chapeau. J'ai 2 questions brèves. La première, c'est pour Aurélie, à propos de sa gare et Kengokuma. J'ai été émerveillé par un aspect particulier du programme, 5000 m² dédiés à la culture sur 30 000. On est loin du 1% culturel de Malraux, là, on est à 17%. 5000 m², comme le Centre Pompidou en cherche désespérément à Paris et en région parisienne pour les 5 ans à venir où il va être fermé, est-ce qu'on a prévu une collaboration avec lui, notamment, et surtout, la question clé, c'est quel genre de prestations culturelles sur 5000 m², et d'après votre diagramme, j'ai compris que ça se décompose en plusieurs niveaux. Et puis l'autre question, c'est pour vous, Laurent, avec votre centaine de collaborateurs, j'ai donc compris que vous changez d'appellation, qui est quand même extrêmement évocatrice, donc je me permets une provocation. Est-ce que c'est pour créer une société qui va faire tous les grands projets des prochains présidents de la République pour les 3 décennies à venir? Merci. Alors, on va commencer par la première question. Aurélie, alors la culture à tous les étages, on pourrait dire. Alors, déjà, l'œuvre de Prunery, elle est... Il faut peut-être que je clarifie quelque chose, c'est que le tandem sur la gare, c'est pas la gare et le programme culturel. Le tandem, il s'effectue avec l'artiste Prunery qui vient investir le grand puits de circulation verticale qu'on vous a présenté tout à l'heure, dans lequel elle va implanter une armée de 108 Vénus qui vont venir se suspendre comme ça verticalement et qui vont appuyer un peu ce travail sur la verticalité. Les Vénus qui font 1m70. Hein. 1m70 c'est quand même... grandeur nature et qui viennent dialoguer comme ça avec notre architecture à bien des égards. Le programme culturel, quant à lui, il fait 5000 m², effectivement. Il vient se déployer sur l'ensemble du bâtiment, dans l'ensemble du bâtiment que vous voyez ici, hormis le rez-de-chaussée et
quelques éléments de circulation qui vont venir rejoindre le niveau bas au niveau de la passerelle au N+2, mais le reste est intégralement dédié à ce fameux programme culturel. Pour ce qui est de sa programmation, de ce qu'il va venir accueillir, ça fait l'objet d'un appel à candidature qui est indépendant et qui va faire l'objet d'un aménagement qui va échapper à notre contrôle. Donc nous, on livre ce bâtiment en coque brute. On livre la façade, on livre des espaces vides, et puis ils vont être investis. Donc il y a eu un appel à candidature. Peut-être que vous pouvez en dire un mot plus précis que moi. Oui, donc c'est le groupement Essor Art Explora qui a remporté cet appel à candidature. Oui, tout à fait. Et la programmation, ça fait partie des éléments qui nous ont plutôt séduits, était avec des intentions fortes, mais encore largement en devenir. Donc la question, par exemple, de nouer des partenariats est encore ouverte pour affiner cette programmation. Quand je vous disais tout à l'heure que nous avons pour les espaces publics, mais c'est vrai aussi pour cet espace, des mises en service qui sont un petit peu échelonnées dans le temps, cet équipement est prévu pour ouvrir ses portes en 2026, si je ne me trompe pas, Jean-Dominique, et une programmation donc quelques années qui nous laisse le temps d'affiner cette programmation, mais nous sommes en lien évidemment avec le centre Georges Pompidou, puisque Laurent Lebon est un de nos commissaires et qui s'est occupé de la programmation Tandem, comme tant d'autres personnalités importantes de ce milieu. Et je crois que ça, c'est d'ailleurs une autre de nos signatures, c'est que nous ne sommes pas omniscients, et donc nous nous sommes associés à beaucoup, au-delà des architectes dont nous sommes extrêmement fiers, mais toutes les personnes qui étaient susceptibles de nous aider. Ce qui m'amène à vous répondre s'agissant de la Société des grands projets. Je ne sais pas si c'est pour les 3 décennies, je ne sais pas combien de présidents de la République nous verrons, mais en tout cas, le législateur, dans l'année 2023, a considéré que le capital de savoir, l'expérience, tout ce que nous avons évoqué, c'est-à-dire depuis la rocade et les interconnexions, qui sont vraiment la signature du Grand Paris Express, jusqu'à ce que nous évoquions tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de s'associer avec de grands professionnels, la capacité de dialoguer avec les riverains et les élus, nous avons considéré qu'il serait quand même trop dommage de mettre tout ça à plat une fois que le dernier tronçon du Grand Paris Express sera livré. Donc le législateur a considéré que c'était un capital, notre capital public, de l'action publique, et susceptible d'être produit dans un certain nombre d'agglomérations. En France pour le moment, monsieur, dans le cadre de ce qu'on appelle des SERM. On est très fort en France pour inventer des acronymes très évocateurs comme ça. Donc services express régionaux métropolitains, qui consistent à développer des réseaux de transport multimodaux, c'est-à-dire qui vont permettre d'utiliser tous les modes de déplacement pour être justement dans cette logique de réduction de la place de la voiture, de réponse à des enjeux évidemment écologiques mais aussi sociaux, et au fond, améliorer la vie de nos concitoyens par des projets de mobilité. Et j'ajoute aussi des projets de développement urbain, puisque ce que nous avons avec la PUR réussi à imaginer sur les quartiers de gare est susceptible d'être reproduit. Un bus est un bus, un pied est un pied, une gare est une gare. Ce que nous avons réussi à faire en Île-de-France, humblement, modestement, nous devons pouvoir partager cette expérience au bénéfice d'autres territoires. Il nous reste 10 minutes, on peut encore prendre 2-3 questions rapidement. Monsieur ? Bonsoir, merci pour les exposés. J'avais une petite question sur un sujet qu'on a évoqué rapidement au début, le sujet de la maintenance. Je voulais savoir si on pouvait y revenir, notamment sur, dans toutes les illustrations qu'on nous a montrées, on a vu beaucoup de vitres, d'effets, de matériaux à effet miroir, etc. Comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on voit dans les images restera aussi beau, aussi réfléchissant, aussi limpide au fil des années? Et est-ce que dans les productions, ça a dû être quelque chose qu'on a dû prendre particulièrement en compte? Alors on va désigner tout de suite Jacques Pajot qui... voilà. Voilà. Qui comment dire, avec nous, réfléchit à ces questions de maintenance, et c'est un passage obligatoire, quelles que soient les phases d'études, AVPA, VPB, enfin bref, c'est un nombre de questions incroyables sur
tout ce qui est sol, mur, plafond, hein, et en plus on a un cahier des charges qui est assez précis là-dessus, pour effectivement faire en sorte que ces constructions résistent au temps et aux passages multiples des voyageurs. Donc ça, c'est un premier point. Alors nous aussi, la question qu'on pose d'ailleurs à tout projet, hein, c'est comment je nettoie le carreau, comment j'accède aux toitures, etc., etc. Et nous, on avait cette question effectivement sur les gares aériennes, c'est comment fait-on pour nettoyer cette verrière. Voilà. Donc, on avait cet espace de décollement sur les côtés, parce qu'on nous obligeait de ne pas reposer au sol pour des problèmes de sécurité, comme je disais, si jamais il y avait un engin qui venait taper dans le poteau, tout s'écroule, donc il fallait s'accrocher sur le côté. Eh bien, on a dilaté cet espace pour faire passer des nacelles, par exemple. Donc, ce vide, alors c'était pas pour nous on n'était pas contraints là-dedans. Enfin, c'est une idée qui pouvait nous séduire. C'est finalement encore renforcer ce décollement parce que la SGP guette chaque coup. Il faut que chaque coup soit justifié. Et nous, on s'est efforcé effectivement d'avoir des gares qui soient les plus simples possibles pour résister au temps des études déjà. Et les fourches codines de tous ces différents passages, etc., qu'il fallait finalement... Et ça, c'est bien tout le travail de la SGP, hein, que de garantir finalement cette pérennité. Et donc nous, sur la partie sur les enveloppes, eh bien, il a fallu mettre des passerelles pour nettoyer donc toute cette enveloppe avec, comment dire, un bras maximum prolongé par un bâton, par une perche qui définissait un arc de cercle. Et il fallait atteindre tous les endroits de cette enveloppe. Et aussi par rapport à cette enveloppe, je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est la technique qui a primé dans cette approche formelle de la gare. On l'a testé aussi au CSTB, cette enveloppe, cette structure métallique, pour optimiser le métal. Et on en a profité aussi pour voir si elle protégeait bien de la pluie et du vent. Et finalement, on s'est aperçu qu'on avait réussi notre coup, architecte, assez bien. Et à part quelques petites gouttes d'eau qui vont tomber sur le bout du quai, la globalité de la gare sera bien protégée du vent et de la pluie. C'est aussi des paramètres qui sont intégrés. Non, on peut dire que tous les aspects des gares, actuellement, on est en train de se péter un petit peu, nos architectes, parce qu'on nous dit mais il faut mettre sur la tranche du vitrage des petits fils anti-pigeons. Vous voyez, ça va jusque-là aussi, hein, pour que les vitres restent finalement... non, c'est assez constant, hein, cette question de maintenance et de résistance dans le temps. Merci pour cet éclairage. Une toute dernière question. Monsieur ? On vous passe un micro. Bonjour, vous parlez d'un projet de 36 milliards. D'ailleurs, j'avais entendu que ce qu'on avait prévu de dépenser pour le Grand Paris, finalement, et je crois qu'il est multiplié par 5. Donc, c'est des sommes colossales. Je suis dans un bâtiment, il faut juste 4 millions juste pour aller foutre quelques détecteurs de fumée, des porte-feux, des conneries de sécurité. On se dit, mais pourquoi à chaque fois c'est des sommes colossales dans le domaine de la construction ? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Par exemple, la gare Saint-Lazare, si on fait la conversion, ça aurait coûté combien ? On a l'impression vraiment que les prix ont littéralement explosé, alors qu'on est toujours en train de parler de rationalité économique. Là, on fait des trucs qui sont plus moches par rapport à avant et qui sont plus chers. Est-ce que je me trompe, c'est une vue de l'esprit et est-ce qu'il y a eu un effort là-dedans ? Est-ce qu'il y a une expérience dans vos projets qui vous permet justement de réduire les coûts ? Parce que 36 milliards, on construit une ville dans des pays étrangers, quoi. Nous, je peux dire en tout cas que nos gares ont été vues aussi de ce côté-là. Alors, il faut faire attention, parce que les gares, l'émergence des gares, c'est peu par rapport à l'économie globale du projet, hein. L'argent n'est pas là, il est ailleurs. Il est dans le tunnel, il est dans la partie infra, qui coûte une blinde. Mais même, sur les gares, il a fallu effectivement travailler au corps à corps le coût. Et c'était un travail assez fort. On a par exemple, le cube, il était plus grand au départ. On nous a réduit un peu le cube de la... C'est pas plus mal d'ailleurs, c'est même mieux. Donc je trouve que finalement, cette réflexion entre ingénieurs, SGP, enfin tout le monde, aboutit à une synthèse qui... Enfin, pour nous, en tout cas, l'expérience que l'on a, on travaille sur 6 gares. Donc voilà, on a quand même une certaine expérience. Finalement, on joue assez bien. Voilà. On peut le dire. Et... Alors, multiplié par 5, non. Ça n'est pas le cas. Le projet qui n'avait absolument pas du tout la même allure en 2010, puisqu'il faisait beaucoup moins que 200 km, puisqu'un certain nombre de lignes se sont ajoutées. Et il y avait 20 gares seulement à l'époque, aujourd'hui 68. Il y a eu effectivement un renchérissement parce qu'il y a des tas d'éléments programmatiques qui se sont ajoutés. Donc aujourd'hui, 36 milliards d'euros, effectivement, c'est le cas. N'oubliez pas la profondeur.
Et cette profondeur, elle est subie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer, si on avait pu passer à moins 6 mètres comme on l'a fait sous la rue de Rivoli, on l'aurait fait évidemment. Donc tout ça répond à des problématiques. Effectivement, vous êtes du métier, le coût, il y a un renchérissement qui est extrêmement important et on le voit en ce moment. Mais je crois voyons-le du bon côté. C'est-à-dire que ce qu'on a essayé peut-être de vous dire ce soir, c'est qu'il y a un geste qui est fait. Alors, et je vous remercie de souligner à quel point nous avons travaillé les coûts et qu'il n'était pas question d'être dans une forme de débauche complètement déconnectée de la difficulté dans laquelle on se trouve, de contraintes budgétaires. Mais il y a, à travers ce projet, la volonté d'apporter quelque chose qui améliore les choses. Alors, qui hyper compliqué techniquement, donc nécessairement extrêmement coûteux, mais qui ne soit pas non plus quelque chose qui soit fait à minima parce qu'on voit qu'il y a ce type de besoin et qu'au-delà de la performance du métro, il s'agit aussi d'apporter une amélioration de la qualité de vie et de l'environnement. Très bien, nous allons nous quitter sur ces mots. Tu as souligné tout à l'heure que vous aviez commencé en vous posant la question de savoir gare ou station. En fait, ce qu'on s'est aperçu quand on a monté l'exposition ici à la Cité de l'Architecture, c'est que précisément, mais pourquoi ils disent gare et pas station? Et on s'est aperçu que dès qu'on sortait de Paris, en fait, déjà le RER s'appelait gare et pas station. Donc c'est donc bien une situation métropolitaine qui amène à la question de la gare. Voilà, je voulais souligner ce point parce que qui dit gare dit quartier de gare. Ouais, il y a un ensemble. On ne dirait pas des quartiers stations, sauf les Anglais bien sûr, parce que pour eux c'est plus facile, c'est le même mot. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à vous. Et puis je vous donne rendez-vous le 30 et 31 mai prochain pour un symposium international ici à la Cité de l'Architecture sur la mobilité comme laboratoire urbain. Vous verrez, ça sera pas mal non plus. Voilà, bonsoir.